Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Review, votre chaîne de rapport de bataille Tau et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mister M pour la lecture et l'analyse du dernier codex pour Warhammer 40 000, à savoir les World Eaters. On est sans doute sur une des dernières armées, un des derniers livres d'armées pour Warhammer 40 000 version 9. Déjà, la vidéo n'est pas sortie tout de suite parce que, on n'avait pas le codex. Qu'en plus de ça, la pertinence de ce livre par rapport à son prix en euros est critiquable. Le fait est quand même qu'on va pas se focaliser sur le négatif, sur le fait qu'une armée à 2000 points coûte environ 750 €. L'information est passée. On va pouvoir passer vraiment sur le positif, c'est-à-dire sur l'ADN de cette armée. Qu'est-ce qu'elle vaut en termes de règles, en termes de modélisme. Toi, joueur chaotique historique, en gros un de tes primaires préférés déjà, avant même Magnus, avant même Mortarion et ainsi de suite. T'as la chance côté KO de pouvoir en jouer 3, là où je joue qu'un pour l'instant. Qu'est-ce que t'attendais justement de cette faction et qu'est-ce que t'as eu? Alors, effectivement, comme tu l'as dit, déjà le premier plaisir, c'est que avec la faction sort le nouveau kit d'Angron. C'est vrai qu'Angron, c'est quand même un Primarch, alors que moi, j'aime beaucoup, comme tu l'as dit. Moi, c'est une faction que je joue depuis un certain nombre d'années, donc j'étais quand même assez impatient que le codex sorte. Donc rien que pour ça, les figurines, les nouvelles figurines, on le verra, mais il y en a qui sont super belles. Sur le codex, tu l'as dit, il est relativement petit et on va y venir, mais il n'y a pas énormément de règles. En termes de fluff, on rentre un peu plus dans le fluff, pour ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas c'est quand même bien. Sinon on n'a pas beaucoup plus de choses, on va dire, depuis effectivement la cicatrice. Excuse-moi, ça c'est 18 cm, non? Ouais, bah c'est pas beaucoup. Hein. Mais effectivement, ça fait partie, on va dire, des doléances qu'on peut avoir par rapport à ce codex-là. Maintenant, ce qui est quand même super cool, c'est que, comme d'habitude, en tout cas, on a des codex où on rentre dans cet ADN-là, aussi bien sur les illustrations, aussi bien aussi sur les règles, donc ça c'est top. Comme je l'ai dit, les figurines, et puis je vais le redire, on joue son Primarch, et ça c'est vrai que quand on aime une faction, quelle que soit la faction en fait, on a quand même évidemment envie de jouer son Primarch si on peut, et c'est vrai que Games Workshop nous offre quand même cette possibilité là, et on va le voir en grand, en plus il est quand même super badass. C'est une machine à peindre? Ah ouais, il peint bien. Alors, je peux te dire que tu peux l'inviter quand tu veux. Il peint bien, et quand il n'y a plus de peinture, il revient avec de la peinture. Ah bah il revient tout le temps, il n'y a plus de peinture. Je reviens les gars, tour prochain je reviens, il y en aura encore, ne vous inquiétez pas, il y en aura encore. Donc ça c'est franchement super cool. Et puis après effectivement, on va le voir, c'est quand même un codex qui est très différent de ce qu'on a pu voir sur les autres en termes, on va dire, de nombre de règles, de simplification, on va dire effectivement aussi des règles et peut-être des datasheets. Donc est-ce que ça veut dire que plus tard les codex seront pareils? On n'en sait rien, mais en tout cas, très clairement, il est différent des autres codex. C'est intéressant, en fait, déjà, d'avoir cet aspect-là. Les grosses critiques qu'il y avait sur la 9e édition de Warhammer 40 000, c'était sa complexité. Soit au niveau des armées, soit au niveau du stacking successif de règles qu'on avait au sein des différents ouvrages, et même derrière, en fait, du manque de mise à jour papier, et donc du manque de digitalisation qu'on a, justement, sur ce qu'on appelle les facs, les data slates, et ainsi de suite. Là, on est sur quelque chose de très très simple. Dans le livre, et c'est aussi pour ça que je l'avais dit tout à l'heure, on est sur un livre qui a le même prix en euros qu'un codex normal, type celui des Space Marine, où il y a plus de 100 pages de règles. Là, on est à 6 pages de règles et 18 pages, je crois, de datasheet et ainsi de suite. Donc, c'est tout. Donc, c'est vrai que les gens qui jouent à un format, on va dire, un petit peu velu, ou en tout cas avec des vraies armées, 1500 points, 2000 points, voire plus de Warhammer 40 000, et qui aiment en tout cas jouer même tous les mois, là, vont peut-être se dire... J'ai un peu peur de savoir où est-ce qu'on va avec potentiellement une 10e édition. Par contre, pour toutes les personnes qui avaient trop de doléances, qui aiment bien juste jeter des dés, là c'est du plaisir, parce que pour le coup, de la manière dont on va faire sa liste, on va vers une simplification drastique, un petit peu à la Age of Sigmar. L'exemple typique, avant on avait un niveau de customisation des personnages, et donc de son style de jeu qui fait qu'avec un personnage générique on pouvait tout faire. Là, vous allez le voir, il va falloir aller chercher des personnages nommés, donc uniques, par style de jeu. C'est un peu ça, et puis après il y a aussi d'autres choses, c'est qu'on avait là la plupart du temps un codex avec, on va dire, 3 à 4 pages de stratagème. Là, on n'a plus qu'une page de stratagème. On avait des codex qui pouvaient avoir au moins 6 reliques, plus parfois des sous-factions. Prenons par exemple le Thousand Sun, où il y avait 9 sous-factions, parce que 9, c'est le nombre de Tzeentch. Pareil pour Nurgle, il y avait aussi, pareil, des sous-factions. Donc on avait l'habitude, finalement, d'avoir une faction générique plus des sous-factions. Dans chaque sous-faction, des règles de sous-faction. Bref, c'était, entre guillemets, très plaisant, peut-être pour le joueur. Tu m'as perdu dans ton discours, alors dans le jeu, c'est pire. Ah bah voilà. Mais c'était ça, en fait. C'est très plaisant pour le joueur, parce qu'il arrive avec son codex, il voyait toute cette diversité, plein de choses à faire. C'est vrai que maintenant, pour l'adversaire, ça pourrait être frustrant, parce qu'il connaissait pas toutes les règles, parce que c'était assez complexe de savoir ce que l'autre faisait, et finalement il fallait vraiment faire confiance à son adversaire pour être sûr que ce qui se passait, il ne se trompait pas et que tout allait bien. Là, on a vraiment simplifié, c'est plus simple même pour le joueur pour prendre en main une armée, très clairement, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple aussi peut-être pour l'adversaire, parce que très rapidement, au bout d'un moment, quand on a que 8 stratagèmes et que toujours un peu plus fort, certains plus forts que d'autres, on les connaît vite, donc c'est vrai que c'est plus simple de partager sa connaissance. Maintenant, pour ceux qui aimaient bien, finalement, comme tu l'as dit, pouvoir customiser, avoir plein de petites règles, pouvoir faire des petites synergies à droite à gauche, certaines choses qu'on était les seuls à voir et que d'autres ne voyaient pas encore, même en jouant sur le codex, et sortir finalement des petits tricks de jeu, parce qu'on dit, bah tiens, en fait, avec ces synergies, je peux faire ça, tu l'avais pas vu,
et ça me donne un avantage, c'était bien. Je veux vraiment appuyer là-dessus. Il n'y a pas que je ne t'ai pas vu, tu ne l'as pas vu, donc je t'ai battu. Non, non. C'est que aussi, et c'est pour ça que tu étais apprécié des joueurs du chaos, c'est que tu arrivais à sauver des unités par le fait que les synergies, donc des buffs simples, soit un sort, un stratagème, un bonhomme, qui était justement dans une aire d'effet, permettaient de sauver, notamment les machines démons. On se souvient tous qu'il y a toujours un problème de positionnement par rapport à ces unités-là, mais comme il existait des synergies, c'était cool. Là, vous allez le voir, ce qui est mauvais, malheureusement, reste mauvais. Et, alors, pas de grand-chose à mauvais, mais justement, à voir derrière qu'est-ce qu'ils vont faire avec la suite pour voir si on va rester sur un niveau de lecture et aussi de simplicité qui est limite première lecture et la dernière, ou alors est-ce qu'ils vont justement ajouter un petit peu d'assaisonnement par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le gameplay de l'armée? Alors, c'est une armée qui peut être à frustration dans les deux sens, puisque c'est une armée ce qu'on appelle monophase, un peu comme le Tau, on a connu, ils ont qu'une phase de jeu vraiment qui est la phase de tir et la phase de mouvement. Là, c'est pareil, sauf qu'en plus, c'est un peu plus difficile parce que en fait, le corps à corps, en règle générale, ça demande un petit doigté particulier à bien manier parce que très vite, la moindre erreur de placement est sanctionnée par ton adversaire de façon très violente et on peut finir table rasée entre guillemets très vite. Donc ça veut dire que ça dépend déjà de la table sur laquelle on joue, de son niveau de jeu potentiel et donc tout ça mis bout à bout fait que quand même au bout d'un moment, je pense qu'il y a une prise en main là-dessus qui peut être un peu longue, pas tant sur les règles, mais sur sa capacité à savoir est-ce qu'il faut que je sorte maintenant, est-ce que je dois temporiser un tour, est-ce qu'il faut que je fasse un all-in T2, T3 parce que je vais avoir beaucoup de ressources, l'adversaire ne va pas être capable de me gérer à ce moment-là. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant sur ce codex-là, c'est que ça demande quand même de la maturité pour bien la jouer, parce que c'est un codex malheureusement monophase. On va voir, on peut s'allier si on va avoir du tir et ainsi de suite, il y a quand même d'autres choses à faire, mais globalement, l'ADN tourne autour de ça. Après, pourquoi ça peut être frustrant pour son adversaire, c'est que comme tous les codex monophase, on fait qu'une chose, mais on le fait quand même très bien. Yes, c'est vrai, et donc comme tu le dis, ça va être frustrant dans un sens ou dans l'autre. La logique même, c'est en général, quand on commence à jouer et qu'en plus on joue avec son partenaire de jeu, on lui dit, tu bouges de combien ? 6, tu charges normalement dans le jeu à 2d6, ça fait que normalement, à 18, t'es bien. Et là, je te le dis, à 18,1, t'as un petit peu cassé le jeu adverse. C'est très simple en fait de jouer contre le World Eater. Là où tu as raison, c'est qu'on est aussi en fin de version, on est dans un jeu qui est très létal. Aujourd'hui, on a surcompensé justement peut-être des problèmes d'équilibrage de Mathammer de Game Workshop en mettant beaucoup de décors, mais ça veut aussi dire que derrière, ça donne des ricochets possibles à toutes ces armées de corps à corps. Donc ça, à la limite, c'est pas mal. Mais c'est vraiment très binaire sur est-ce que si je mets 18,1 en un tour, je te clean, ou alors est-ce qu'au contraire, je veux pas tout clean, et donc toi, quand tu vas me rentrer dedans, tu vas me pulvériser le cul. Mais juste pour bien rebondir sur ce que tu dis, il y a quand même 3 choses à prendre compte sur ce codex-là. C'est que c'est un codex sur lequel il y a quand même pas mal de frappes en profondeur qui font qu'alors après on le verra, des mécanismes pour faire des charges à 8, mais donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même si l'adversaire vous a bien placé, vous pouvez comme le rentrer dedans avec une charge bien placée. Il y a aussi des techniques qui permettent d'arriver dès le T1 des renforts stratégiques. Donc pareil, c'est-à-dire que l'adversaire a intérêt à bien screen parce que sinon potentiellement un 8 qui passe, ça peut embêter très rapidement quand même. Et puis dernier point. Sur un 8, c'est la fin d'une amitié. Ah bah oui, là c'est tout à fait. Et ça tombe bien, 8, c'est le chiffre de corne. Donc tu vois, c'est bien fait. Et puis la dernière chose, et on va le voir aussi, comme tu le dis, effectivement il y a ce problème de finalement quand je suis embarqué dans un rhino, on va le voir, mais il n'y a pas de mécanisme pour faire une advance, une charge, pour rendre on va dire un peu... Ça manque un peu de projection. Exactement, mais par contre il y a un stratagème qui permet de faire des charges à 3d6 en gardant les meilleurs, avec un +1 à la charge, donc des charges techniquement, on va dire une charge à 8 pour qu'on se comprenne bien, et même une charge à 10 avec 3d6, avec un PC de reroll. C'est plus de 75% de chance de la réussir. Donc ça veut dire qu'on peut quand même charger très facilement à plus de 21 pas au total avec son rhino plus sa charge plus son move dans les lignes adverses. Donc même si l'adversaire peut quand même mesurer, c'est quand même compliqué. Donc tout ce que je voulais te dire, c'est que oui, tu as raison, effectivement on peut prévoir, mais maintenant la zone de menace est quand même très grande. On peut arriver des faibles qui fait que même si on prévoit, il y arrive un moment où si on peut pas être sur l'objectif et qu'on se dit ok tu me charges pas, mais je suis pas sur l'objectif, c'est embêtant. Donc c'est pour ça que le codex est quand même bien pensé par rapport à cette fin de version où on le sait, on est obligé d'aller se battre pour prendre les objectifs, pour les garder. Et donc globalement, c'est pas à ce point frustrant. On parlait de l'ADN des World Eaters, on va maintenant passer au niveau des règles. La première chose déjà, c'est que toutes les unités de type troupe sont super OP, ce qu'on appelle OBSEC, c'est-à-dire objectif sécurisé. Vous allez prendre un objectif, même s'il y a plus de figurines adverses que vous sur cet objectif et qu'elles ne disposent pas de cette règle. Ensuite, on a l'habitude, ça fait partie un petit peu de la logique au niveau du lore d'une armée, c'est le fait qu'il y ait une hiérarchie dans l'armée qui fait par exemple qu'on ne peut pas avoir plus de packs de cultistes que de packs justement de berserkers, ou en tout cas de Space Marine du Chaos ou World Eater. Et pareil, on ne peut avoir qu'un seul prince démon par détachement. Petite particularité, là avec le chapter approve, c'est-à-dire le dernier patch qui vient d'arriver, on est au moment de l'Ark of Omen et il existe un petit point de commandement qui vous permet d'en prendre un deuxième
par détachement. Donc là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Ensuite, derrière, on va avoir 2 aptitudes. On y reviendra quand on parlera des datasheets, c'est-à-dire des unités qui disposent de ces règles. Mais ça va être les machines démons qui permettent d'avoir une sauvegarde invulnérable à 5+, et aussi de récupérer un petit PV perdu à votre phase de commandement. Donc un tour sur 2. C'est là où, malheureusement, c'est un petit peu moins bien qu'avant. Et aussi, frappe de pluie warp, c'est tout simplement ce qu'on appelle une FEP, une FEP, frappe en profondeur. C'est le fait d'arriver à 9 pouces de l'ennemi à la fin d'une des phases de mouvement à partir du rang de 2. Mettons de côté tout ça. Ce qui est super cool, et on parlait d'ADN, c'est justement une nouvelle aptitude. Par contre, là, ça nécessite que l'intégralité de l'armée, hors un genre de l'Imperium, ah non, ça c'est côté gentil. Oui. Là, c'est des côtés badass, c'est agent du chaos. C'est la même chose. C'est la même chose. On voit bien, on voit bien. Et ben, c'est le fait, tout simplement, donc, de pouvoir intégrer un seul détachement de Chaos Knight dedans, ou alors Abaddon. Exactement, c'est Abaddon et son Warlord. Donc on se rappelle qu'il gagne ce mot-clé-là. Donc potentiellement, on peut mettre un Abaddon Warlord qui devient donc du coup agent du chaos et qui peuvent rentrer dans une armée de World Eaters sans péter la règle des dîmes de sang. On en parlera à la limite à la fin de la vidéo quand on parlera des synergies et de comment on peut un petit peu burner. Mais pour l'instant, on va dire que monofaction c'est plus fun en termes de lore, et après on va plutôt orienter avec du RK pour ajouter un petit peu de tir par rapport au vecteur de frustration dont on va parler tout à l'heure. Là en tout cas, on va découvrir ensemble ce que c'est que la dîme de sang. Eh bien écoutez, c'est très simple, tout simplement au fur et à mesure de la partie, on va marquer un nombre de points qui sont donc du dîme de sang. Pour rappel, on est ici sur justement les Space Marines du chaos avec la marque du corne, donc littéralement du sang pour le dieu du sang. Exactement. Que ce soit le sien ou celui de son adversaire. Le fait est quand même que, vous allez le voir, vous allez donc emmagasiner un certain nombre de points de dîme de sang. Pour marquer des points de dîme de sang, c'est très simple, à chaque fois qu'une unité est détruite, on gagne un PDS pour point de dîme de sang. Ensuite, à la fin de chaque phase, si une ou plusieurs personnages, monstres ou véhicules ont été détruits à cette phase, on gagne un point de dîme de sang. Et aussi, à la fin de chaque phase, si une ou plusieurs unités titanesques ont été détruites, on gagnera alors un point de dîme de sang. Globalement, c'est assez simple. À chaque fois qu'une unité est pétée, c'est un point de dîme de sang. Si c'est un personnage ou du titanesque, c'est un deuxième point de dîme de sang en gros par phase. Attention, si dans la même phase, il y a 2 véhicules qui pètent, vous n'avez pas gagné 4 points de sang. Vous avez gagné 2 unités qui sont pétées, dont au moins un véhicule, donc ça fera 3. Donc il faut bien faire attention quand même sur la façon dont c'est compté. C'est qu'au bout d'un moment, ne multipliez pas par 2 systématiquement. Il faut qu'il y en ait au moins un qui pète. Si on a plus, ça fait qu'un point de sang, il n'y a pas de bonus à avoir pété plusieurs véhicules. Ensuite, particularité aussi, c'est à la fin d'une phase qu'on va pouvoir les dépenser. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment à la fin d'une phase. On rappelle, les phases de Warhammer 40 000, et ça peut changer un petit peu. On a la phase de commandement, la phase de mouvement, la phase de psy. C'est-à-dire que si un mec meurt d'un péril, c'est un petit point bonus, potentiellement 2 points bonus parce qu'il y a une unité qui est morte. Et si c'était un personnage ou même un véhicule, pour ceux qui pourraient envoyer des sorts, et ben justement ça fonctionne. Ensuite, on va avoir la phase de tir, de corps à corps et de morale aussi. Alors qu'habituellement, en général, les unités qui sont elles-mêmes détruites, et le terme en anglais qui est utilisé, c'est slain, ça ne marche pas en général pour débloquer des points de victoire. Là, ça marche pour la dîme de sang. C'est-à-dire qu'une unité fuit, c'est un petit dîme de sang quand même. Ça peut faire la différence. Et donc, à la fin d'une phase, on va être capable donc d'acheter certaines capacités. En gros, quand on achète les capacités, le coût en points qu'il va falloir dépenser est perdu jusqu'à la fin de la partie, mais votre total n'est pas réinitialisé. Si jamais vous aviez 3 points et que par exemple vous avez utilisé le premier, qui va être d'ailleurs l'annulation fielleuse qui vaut 2 points, qui vous permet d'avoir un insensible à la douleur à 5+, quand on perd un point de vie suite à une blessure mortelle, et bien il nous reste un petit point dans la poche. Exactement, donc on va le voir, il y a plein de possibilités derrière. Ce qui est super intéressant sur ce système-là, c'est que c'est modulable en fonction de votre adversaire et en fonction de ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est quand même hyper bien. Comme tu l'as dit aussi, c'est par phase. Donc c'est vrai que reprenons cet exemple que tu viens de dire, sur la phase de psy adverse, on a commencé un peu à se faire laver par l'adversaire parce que vous avez fait un smite, vous avez tué quelques unités. Potentiellement, à la fin de sa phase, vous pouvez dire, hop, avant que tu arrives à ta phase de tir, je vais claquer des points de sang et toute mon armée va avoir ainsi plus feel no pain pour venir tanker potentiellement ta phase de tir. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Ça voudra dire que ça permettra aussi de séquencer les types de buffs qu'on veut avoir. C'est-à-dire qu'on va plutôt essayer de dépenser ces points de sang en début de phase ou en fin de phase adverse, les points de sang pour faire de l'offensif. C'est-à-dire, on va le voir, mieux charger, mieux taper, ce genre de choses. Et à l'inverse, à la fin de sa phase à soi, si on a gagné des points de sang, les dépenser plutôt dans des buffs défensifs pour les avoir quand l'adversaire va jouer. Donc c'est des petits séquencements, c'est pas très dur non plus à imaginer, mais globalement, c'est-à-dire qu'on va quand même bien séquencer. Il y a aussi un système d'objectifs secondaires qui nous permet de gagner des points de victoire quand on dépense donc ces fameux points de sang. Et c'est vrai que ça, c'est pareil, on pourra le faire n'importe quand. Et à n'importe quelle phase, on pourra dire, hop, je dépense des points de sang, et ça me fait des points de victoire direct. Et c'est quand même très fort. Le premier, qu'est-ce que tu peux me dire sur celui-là? Donc 2 points pour avoir un insensible à 5 en face de magie, ou en tout cas contre les mortels, c'est pas pareil. Et ben donc celui-là, c'est typiquement ce qu'on vient de dire, c'est le petit gadget qu'on aime bien d'avoir dans sa poche. Bon, la plupart des temps, vous n'allez jamais le jouer, parce qu'il y a un Psyker en face ou un stratagème qui permet de faire 6 mortels potentiels que vous allez l'utiliser. Mais
contre certaines armées qui sont vraiment basées autour de ça, et aujourd'hui il y en a quand même pas mal, et bien c'est vrai que se dire que pour 2 points de sang, ce qui est vraiment pas cher du tout, vous allez l'avoir très rapidement, c'est un véhicule pété, hein. Un Rhino qui meurt, c'est 2 points de sang, paf, toute mon armée elle a un 5 plus Phenopain, et toute son armée, c'est-à-dire qu'un autre Rhino, il a un 5 plus Phenopain aussi dessus. En Grone, il a un 5 plus Phenopain, enfin tout. Donc c'est vrai que mine de rien, ça change beaucoup de choses, et votre adversaire tout de suite en termes de stats, et ben pour faire simple, hein, un 5 plus Phenopain, c'est 50% de PV en plus, en gros, quand on jette les dés par rapport au point de vie qu'on a de pool de vie, à tuer au psy. C'est pas le même. Et on va le voir qu'on a quand même beaucoup de figurines et beaucoup de PV, donc c'est quand même un très très bon bonus pour l'armée. Le deuxième usage de la dîme de sang, ça va être la lame Warp, qui vaut, elle, 4 points de dîme de sang. Jusqu'à la fin de la bataille, à chaque attaque de mêlée d'une figurine World Eater de votre armée, ajoutez la caractéristique de pénétration d'armure de l'attaque. Alors celle-là, quand même, elle est bien, mais pareil, pour la jouer, ce sera assez rare parce qu'on va le voir, globalement, on a des unités qui ont un énorme volume d'attaque avec souvent de la PA-2. Normalement, c'est largement suffisant pour tuer à peu près tout ce qu'on veut ou pour mettre les unités sur leur invulnérable. Donc c'est vrai qu'aller chercher ce petit point en plus, ça peut être pas mal, par exemple sur un match-up Votann. Voilà. Il y a là où ça peut être bien, parce qu'on sait que le Votann aujourd'hui, ça reste une armée qui diminue toujours la PA de 1 quand on le frappe. La PA-2 qui passe à PA-1, tout de suite c'est une 4+, de save pour le Votann, voire une 3+, donc on sait qu'on rentre quand même sur des jets de stats qui peuvent être négatifs pour soi. Donc c'est vrai que sur ce match-up là, on a peut-être envie d'aller chercher ce petit point de PA en plus, qui fera toujours du bien. Sur les autres armées, c'est pas sûr. Ensuite, on va avoir la revigoration rageuse qui vaut 3 points jusqu'à la fin de la bataille, ajouter un objet de charge pour les unités World Eater. Alors celui-là, il est quasiment must-have. On l'a dit en intro, mais il y a beaucoup de moyens d'arriver soit derrière stratégique T1, soit des FEP directement. On va le voir, mais sans trop spoiler, il y a aussi la possibilité de ramener en Grone. Et c'est pareil, il reviendra de FEP. Donc c'est vrai que passer d'une FEP de 9 à 8 en termes de stats avec une reroll, avec un PC, ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que celui-là, quand même, on a bien envie de l'avoir très rapidement dans la partie. Ensuite, on va avoir l'excellence martiale qui vaut 5 points et qui permet tout simplement, quand on va faire un jet de touche non modifié de 6 au corps à corps, inutile de préciser quand on connaît les World Eaters, alors ça sera une touche supplémentaire. Alors celui-là, il est assez golden, hein. On le connaissait entre guillemets en Space Marine du Chaos, puisque c'était une des manières de faire plus de dommages. Celui-là, il est vraiment très très bien. On va le voir, il y a beaucoup d'unités qui touchent à 2 de base, donc à 2 avec un reroll des 6, c'est full touche en fait, puisque les 1 sont annulés par vos 6 explosifs, et donc en gros, vous faites tout le temps des full touches. Donc celui-là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va vouloir chercher assez rapidement pour la létalité. Bah, t'en parlais, hein, ça va être le guidage sauvage. Il vaut lui aussi 5 points, c'est plutôt ça qui est intéressant, et qui permet d'avoir plus 1 pour toucher. Alors celui-là, je suis plutôt mitigé à titre personnel. Pourquoi ? Parce qu'en termes de statistiques, on va dire, quand on a des jets explosifs, ça équivaut à avoir un +1 à la touche. Statistiquement, c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'ils valent le même coup en points. Sauf qu'on a quand même des personnages dans l'armée qui touchent à 2, donc qui vont pas beaucoup bénéficier d'un +1 à la touche, là où ils vont bénéficier du 6 explosif. Le seul moment où potentiellement vous allez pouvoir le jouer, c'est peut-être contre de l'arlequin, ou contre des armées qui vous mettent beaucoup de -1 partout, parce que finalement ça s'équilibre. Et si vous voulez être plus stable sur vos jets et garder de la 3+, plutôt que du 4 avec de la chance, avec des 6 pour exploser, parce que certains joueurs aiment beaucoup ce système d'explosivité. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le fait d'aller chercher des 6. D'autres joueurs préfèrent la stabilité et se dire ok, mes 6 n'explosent pas, mais par contre ça je reste sur du 3 parce qu'en stat je fais mes touches. Donc là ça dépend du style de jeu et de l'armée en face, mais à part contre de l'arlequin, je pense que l'autre est bien meilleur. Ensuite on va avoir dévotion furieuse qui elle vaut 4 points, et jusqu'à la fin de la bataille, à chaque fois qu'une figurine perd un point de vie, on jette un dé sur un 6, c'est ignoré. Alors celui-là il est excessivement fort. On va pas le redire, mais bon, il y a Angron potentiellement qui a beaucoup de PV, les Rhinos, mais même on va le voir, il y a beaucoup de figurines qui ont 3 PV. Et 3 PV avec un 6 plus Feel No Pain, ça fait 50% de chance de pas mourir sur un flat 3. Et le flat 3, c'est vraiment ce que vous voulez pas avoir en face de vous, parce que quand vous avez 3 PV et que vous manquez un G, vous êtes mort direct. Et c'est vrai que quand vous avez beaucoup de figurines qui commencent à avoir beaucoup de 3 PV, 3 PV, 3 PV, 3 PV, c'est vraiment votre némésis, c'est le flat 3. Dès que vous avez ça, vous avez une chance sur 2 pour que vous allez en fait en prendre que 2 de dommages, donc du coup vous perdez un palier, et donc il faut 2 saves manqués pour avoir une figurine en moins. Et donc là tout de suite, quand vous divisez par 2 la létalité des flat 3 de votre adversaire, ça devient très fort. Ensuite, je vais zapper le dernier, et derrière on va en débattre un petit peu tous les deux. En tout cas, l'avant-dernier, c'est ressusciter dans le sang, 6 points de dîme de sang. Mettez une figurine Angron détruite de votre armée en réserve blasphématoire. C'est l'équivalent, hein, c'est le frappe depuis la warp, mais tu vas nous en parler, il y a quelques petites subtilités, avec 8 PV restants. Bon alors celui-là, de toute façon, c'est ce qui est envie de jouer à Angron. Il n'y a pas que ça. Ça, en fait, on va le voir, au bout d'un moment, il peut y avoir des débats sur est-ce qu'on veut Angron, est-ce qu'on veut d'autres personnages, on y viendra tout à l'heure. Mais il faut quand même avoir en tête que quand vous jouez Angron, déjà, vous pouvez le ressusciter tout au long de la partie.
On ne sait pas s'il faut le faire tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même 6 points de sang, on l'a vu, il y a quand même des super buffs pour l'armée à côté qu'on a envie de prendre, on l'a vu aussi, on vous l'a dit, il y a aussi des systèmes pour gagner des points de victoire grâce à ces points de sang, donc au bout d'un moment, investir chaque fois 6 points de sang pour ressusciter Angron, ça fait beaucoup, et je ne suis pas persuadé que même si on les a, et qu'on a Angron qui est mort, qu'on va forcément le faire. En revanche, là où ça reste quand même super bien, c'est la prise de tête pour votre adversaire. Parce que votre adversaire, il ne peut pas ignorer, au bout d'un moment dans la game, qu'il y a Angron qui est de côté, et que potentiellement à la fin de sa phase de morale, vous allez dire, ok, j'ai 6 points de sang, il va revenir. Et là, ben, il va faire. Il faut l'anticiper. Ou sinon, il dit, ok, je l'anticipe pas, il laisse des trous chez lui. Et là, bah, vous avez toujours une charge à 8 qui peut venir prendre un objectif, qui peuvent même rentrer en fin de game. En fin de game, le mec, je sais pas, c'est le joueur 1 qui est T5, il te bute d'une petite unité qui est sur un objectif, il n'y a pas de souci, en gros, il revient sur l'objectif. Exactement. C'est ouf ça. Hein. Et puis ou sinon, quand on est deuxième joueur, on arrive, on pop en gros, on tente une charge à 8, derrière on peut tuer une unité et pour reprendre le point et donc remarquer 12 puisque c'est à la fin. Le de 4, plein de choses. Exactement. Donc en fait, c'est plutôt sur ce système de jeu que c'est intéressant parce que ça met toujours une pression sur son adversaire. C'est-à-dire, ok, Angron est mort, mais potentiellement il peut revenir. C'est vous qui décidez quand est-ce qu'il doit revenir. Donc c'est pareil, ça rentre dans le skill cap entre guillemets de l'armée de bien choisir le moment où il vaut mieux mettre ses points de sang dans son armée, attendre Angron, le laisser de côté ou se dire ok, il faut que tu reviennes tout de suite parce que j'en ai besoin pour diverses raisons. Donc ça c'est hyper intéressant et ça fait partie vraiment de l'ADN de la figurine. Ce que je trouve très fort, c'est que ça ne nécessite pas d'avoir les 6 points au moment où Angron meurt. On peut les stacker beaucoup plus tard. Et c'est là où je trouve que pour le coup, c'est assez bien écrit. Et enfin, le dernier, ça va être le carnage absolu qui vaut 6 points de dîme de sang, donc le même coup, mais qui permet par contre, quand on fait un 6 à la touche, de blesser automatiquement la cible. Alors un 6 qui blesse auto, pareil en termes de stats, c'est quand même plus 1 pour blesser, pour qu'on se rende compte à peu près Parce de ce qu'en que fait, ça donne. vous avez 16% de chance de faire le 6, et que donc, le fait de faire plus 1 pour blesser, dépendamment, c'est 16% de chance aussi. Exactement, donc c'est pareil, alors celui-là il est quand même très cher. Mais on va le voir, le problème entre guillemets de l'armée, c'est qu'on a un fort volume d'attaque, souvent de force 6 voire force 7, et que contre certaines armées, type on va dire un Nika, ça peut rebondir un peu, ça peut être compliqué. Donc c'est vrai que pouvoir avoir celui-là c'est pareil, on l'a dit jusqu'à présent, c'est un peu un système de couteau suisse. C'est-à-dire que vous avez certains bonus qui sont très forts contre des armées, très faibles contre d'autres, et que vous allez pouvoir choisir à certains moments. Et celui-là typiquement, en fonction des match-ups, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez d'impact parce que, j'en sais rien, vous jouez contre du démon et qu'en face de vous, il a joué 3 gros démons avec de l'endurance 8 et beaucoup de save, et vous avez intérêt à faire quand même beaucoup de touches et de blesses pour pouvoir passer contre ça, vous allez chercher ce bonus-là en plus. On a fait le tour des points de dîme de sang. C'est rigolo parce que, déjà, si on prend juste le codex from scratch comme il arrive, c'est des règles qui sont assez intéressantes. À part pour Angron, c'est des règles qui sont appliquées sur toute la game. Et on l'a vu. Est-ce que tu penses que déjà ça va induire un style de jeu, ce qu'on appelle MSU, donc Multiple Small Unit, qui fait qu'on va avoir envie d'avoir plein de ressources, comme ça même si on se fait la vécu, au moins on aura plein de points de 1200. Et comme de toute façon on est déjà un petit peu dans cette notion de MSU aujourd'hui, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses toi de ce système ? C'est exactement ce que tu as dit. Je pense que vraiment le codex va tourner autour de ça. Même parfois des personnages, on va avoir des petits personnages qui valent pas forcément très cher. Quand il meurt, c'est quand même 2 points de sang. Donc on dit tiens, à 65 points pour 2 points de sang, ça vaut le coup. Et puis s'il meurt pas, de toute façon, il va quand même venir taper. On va le voir aussi que pareil sur le système entre guillemets d'objectifs secondaires, il y a aussi des points qu'on peut marquer quand des unités meurent sur des objectifs, quand on tue sur des objectifs. Donc tout réuni fait que le codex nous incite vraiment à aller chercher des petites unités, pas forcément full effectif, pour maximiser au maximum tout ça. Et c'est vrai que je pense qu'on va partir plutôt sur du MSU, sauf peut-être sur quelques unités coup de poing qu'on va vouloir vraiment buffer pour pouvoir faire du dommage à son adversaire. Yes, c'est rigolo parce que là j'ai vraiment dit, si on prend vraiment from scratch, c'est-à-dire on est un joueur, on réfléchit pas trop dans le sens où on accepte ce que Game Workshop nous donne, on prend son codex et il y a les dîmes de sang. Moi je suis un petit peu déçu en tout cas, parce que quand on regarde historiquement par rapport aux mécanismes qu'on avait pu avoir, certes dans des versions plus complexes, et encore une fois, aujourd'hui une des doléances des gens, c'est que Warhammer 40 000 est trop complexe. Mais quand on regarde ce qui existe sur Age of Sigmar par rapport à l'équivalent, la dîme de sang, ou à l'époque des cornes Demon King, qui était justement un codex où il y avait des petits crânes, on les collectionnait, et puis en fait tu pouvais justement faire plein d'interactions. On va vers une simplification. Et pour le coup, par rapport à cette notion de sang, moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que pour que ceux qui connaissent pas, comprennent bien ce que veut dire Julien, c'est qu'avant, par exemple, il y avait des choix entre j'invoque des unités ou est-ce que je gagne des buffs sur mon armée. Les buffs n'étaient pas forcément sur toute l'armée, mais sur certaines unités uniquement qu'il fallait bien choisir. Mais donc plus forte, parce que ponctuel. Exactement. Donc là, il y a aussi quelque chose où là, je te rejoins, c'est que oui, certainement, c'est plus simple. Oui, peut-être que pour des joueurs qui aiment bien la complexité de jeu. Mais la saveur aussi, c'est pas que la complexité. Oui, je suis pas se cacher derrière la complexité. Non, mais je suis d'accord. Et je suis d'accord, il manque ça. Maintenant, ce qu'il y a aussi de bien entre guillemets, c'est qu'il faut se rappeler, par exemple, quand il y a eu un codex, par exemple le codex Chaos Knight qui est sorti, à la fin on s'est dit il faut combien de post-it sur la table pour se rappeler tous les buffs, les marques et ainsi de suite. Moi j'ai tué 2 arbres.
pour savoir chaque petit. Ça, c'est qu'il le a. rapport de bataille, hein. Oui. J'ai eu de la chiasse, hein, en commentaire, ouais, tu tues des arbres. Bah tout, oui, ok. c'est ça, l'écologie. Ouais, Voilà, l'écologie. l'écologie. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai. Et c'est vrai que quand vous jouez contre quelqu'un qui joue Chaos Knight, vous le verrez, la plupart du temps, il a plein de tokens de partout pour vous dire que lui, il est marqué de Zinch, il a tel truc, ainsi de suite. Déjà, vous êtes vite perdu. Lui, la plupart du temps, non, mais c'est vrai que c'est dur à suivre. Donc, c'est toujours ça la difficulté, c'est de se dire, au bout d'un moment, jusqu'où il faut aller dans la simplification. Là, c'est peut-être un peu à outrance. Je suis d'accord avec toi, ça aurait été mieux s'il y avait peut-être d'autres options de jeu. Maintenant, ça facilite la lecture sur table. Et très rapidement, une fois qu'on a sorti son bonus, l'adversaire se rappelle que toute autre armée a 5 plus no pain. Vous vous en rappelez, ça marche sur toutes les figurines, ça va vite. Voilà. Ensuite, on va quand même avoir 2 sous-factions, c'est-à-dire 2 familles de World Eaters. On va avoir les enfants d'Enron et on va avoir les World Eaters génériques. Là, pour le coup, il n'y a pas de mélange possible. On va le voir, si on choisit de jouer World Eater, on va avoir un seul trait de légion, des reliques, des traits de seigneur de guerre et des stratagèmes. Et il n'y en a aucun des mutualisés avec justement ceux de la deuxième famille. Là, World Eater, trait de légion, rage acharnée. Au début de la phase de combat, si une unité a fait un mouvement de charge, a été chargée ou fait une intervention héroïque, alors jusqu'à la fin du tour, elle va avoir +1 à sa caractéristique de force et +1 à sa caractéristique d'attaque. Les peintres. C'est quand même super fort, hein. Plus une attaque en fait sur toutes les datasheets, on va pas vous le répéter sur chacune des datasheets. N'oubliez pas que vous avez plus en force, que vous allez voir en fait ça va quand même tout changer. Et il faut bien se rendre compte que c'est tellement puissant que chez le Blood Angel par exemple ça arrive côté 3. C'est-à-dire que c'est un bonus que sur d'autres armées, pour les avoir, il faut attendre un certain nombre de tours. Là, dès le T1, si on a la chance d'avoir une première charge où on se fait charger dès le T1, on est full potentiel. Et le plus en force, on le verra aussi, très souvent, ça passe des petits paliers qui permettent de mieux blesser. Donc vraiment, le trait général de cette armée-là est vraiment très fort. Ça va aussi débloquer, comme je disais, certaines reliques. La première, ça va être le Homme de colère D1, qui fait quand même que le porteur a -1 pour être blessé. Alors celle-là, on va le voir, mais sur un Prince Démon, moi, je le trouve vraiment super fort. Et après, il y a d'autres entrées, hein, mais vraiment là où c'est le mieux, parce que le Prince Démon a toujours sa bonne endurance de 6, il a ses 8 PV, il est relativement difficile à tuer. C'est-à-dire que quand vous êtes endurance 6, -1 pour être blessé, il faut bien comprendre que déjà, il y a très peu d'armes qui ne vont pas vous blesser sur du 5 ou du 6 de base, et même les plus grosses armes, on va dire du gantelet énergétique, du marteau, du fuseur, ce que vous voulez, ce sera sur du 4. Et donc c'est quand même régi au craquage. Quand vous êtes plus invulnérable derrière, donc c'est vrai que ça rend quand même un Prince Démon très tanky. Ensuite, on va avoir la Vouche de Berserk, qui est une relique qui va remplacer une lame tronçonneuse exaltée ou une hache des démembrements. En gros, ça va faire force +2, PA-3, dégâts 2, ok, mais c'est surtout à chaque 6 non modifiés à la touche, ça fait 2 touches additionnelles. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. En gros, il peut être sur 2 personnages. On le verra, ce sera un Lord sur Juggernaut, où il peut remplacer sa hache, ou bien tout simplement sur un maître des exécutions, qui est pareil, qui peut remplacer sa hache par ça. Là où c'est très fort, c'est qu'on l'a vu, on a aussi déjà les 6 explosifs de base. C'est-à-dire que quand on rajoute la relique plus les 6 explosifs, bah, votre personnage, dès qu'il fait un 6, c'est 3 touches auto en plus, quoi. Donc mine de rien, ça en rajoute vraiment beaucoup, et c'est une très bonne relique de corps à corps. Et enfin, on va terminer par le talisman de rage, puisque en gros, à la phase de commandement, on va pouvoir choisir une unité à 9 pouces base du porteur, et celle-ci, si elle fait un jet de touche non modifié de 6, alors ça blessera automatiquement la cible. C'est quand même la 3e occurrence qu'on a vue. Alors celle-là aussi, pour le coup, elle est aussi très bien, elle est plus sur l'optique buff, mais on l'a bien compris, comme je vous l'ai dit, qu'on va le voir dans les datasheets, blesser de la grosse endurance, c'est pas toujours évident pour le World Eater, et donc c'est vrai que avoir cette relique-là, et en début de phase de commande, on va dire, tiens, cette unité-là, elle va pouvoir te blesser sur du 6 auto, c'est très fort. Le petit défaut, c'est que sur les unités base, donc on va le voir évidemment, comme de chaque codex, tout n'a pas base, donc ça marche pas sur tout. Donc il faudra bien se placer quand même à sa phase de commandement pour bien réfléchir, on va mettre son buff pour que ça soit vraiment efficient. Ensuite, on va passer au trait de seigneur de guerre. Le premier, ça va être le favori de Khorne. À votre phase de commandement, si ce seigneur de guerre est sur le champ de bataille, vous gagnez 1 point de dîme de sang. Celui-là, il est quand même vraiment pas mal, hein, parce que 1 point de dîme, ça fait entre guillemets 5 par game, sauf si votre seigneur de guerre est mort, mais quand même 5 points de sang en plus. On l'a vu, les buffs qu'on peut gagner, hein, sur 5 points de sang, ça peut être effectivement les 6 explosifs, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi des points de victoire potentiels. Donc c'est vrai que pour un PC en début de game, se dire que ça nous fait des points de victoire gratos ou des bonus en plus, c'est quand même bien. C'est rigolo, tout à l'heure t'en parlais, on a donc une relique, je le rappelle, qui fait -1 au jet de blessure, et là ça tombe bien, on a un trait de seigneur de guerre qui fait que tu divises par 2 les dégâts subis. Et exactement, alors si on prend son prince démon, on met les deux, celui-là, c'est vraiment l'épine dans le pied de votre adversaire pendant toute la game. Il le blesse mal, il divise par 2 les dommages. On va le voir, il est pas très cher le Prince Démon. Il tatane vraiment fort. Donc c'est vrai que là, vous pouvez vous faire plaisir, vous faire un gros Prince Démon. L'adversaire, il n'arrivera pas à le tuer. Et le dernier, ça va être assoiffé de combat. Ce seigneur de guerre est éligible à faire des interventions héroïques à 6 pouces. Et aussi, celui-ci va pouvoir taper en premier à cette phase. Alors celui-là, je suis pas hyper fan souvent parce que, alors 6 pouces c'est quand même beaucoup, hein, faut quand même bien se placer, mais c'est vrai que l'adversaire peut jouer contre. Et donc du moment que si on laisse l'adversaire entre guillemets le choix de se dire est-ce que j'accepte de prendre une intervention héroïque ou pas, c'est que s'il accepte de la prendre,
il l'a planifié et il sait que soit ça aura un impact assez mineur sur sa game, soit il se dit que le risque par rapport au reward vaut le coup et donc il va la prendre. Mais donc c'est pas vous qui décidez. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on prend des bonus et que c'est l'adversaire qui décide un peu à votre place, c'est un peu embêtant. Maintenant là où c'est quand même très fort, reprenons un prince démon qui est au centre d'un objectif. Bon, bah, vous savez que votre adversaire ne pourra pas mettre juste un petit pied sur l'objectif et dire ah, il est à moi. Non, mon prince démon viendra à 6 pas et venir te tataner. Donc pour ça c'est intéressant. C'est vrai. Mais en tout cas, il y a un truc qui s'appelle les mathématiques et la géométrie. Si tu es au centre d'un objectif avec le cul de ton prince démon... À 3 pas, ça suffit. Je voulais pas te couper la parole. Je voulais pas t'empêcher de t'épanouir en vidéo. Mais... Non, mais c'est vrai, j'essaie un peu de le sauver, celui-là. J'ai essayé. Mais on va le voir. Et très rapidement, quand on a le dash sheet, c'est un peu, je trouve, justement, si on veut dire le problème qu'il y a avec ce nouveau codex, c'est que donc là, on n'a que 3 traits de seigneur de guerre, et on verra qu'en fait, il y a d'autres traits de seigneur de guerre qui viennent avec finalement les personnages spéciaux. Et pour avoir ces traits de seigneur de guerre qui sont très souvent très bons, il n'y a que le personnage spécial en tant que warlord qui l'a. Et donc c'est là où ça frustre peut-être un peu, je trouve, le joueur, c'est qu'il y en a, ils sont tellement bons sur certains personnages que bon, bah, on a envie de le prendre et de le mettre en warlord, et donc en termes de créativité de liste, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est-à-dire que si on va chercher, reprenons notre prince démon, entre guillemets, intuable, c'est fun, c'est rigolo, on a envie de le faire, mais à côté, vous allez le voir, il y a des traits de seigneur de guerre qui sont tellement structurants globalement sur votre armée que vous direz en fait, bah ça j'irai jamais le chercher. Quoi. Comme un mouvement réparti par exemple, ce genre de choses. Par exemple, mais oui, mais même celui d'Angron qui est quand même très fort, qui enlève tout simplement, on va dire, le super OP à 6 pas autour de lui. Bon, mais d'un moment, quand vous avez une figurine quand même le super OP à 6 pas ou une figurine qui est difficile à tuer, on a plutôt envie de se dire je vais prendre ça. Et donc en fait c'est ça qui est un peu dommage je trouve sur ce système-là, du fait qu'il y en ait qui soient que liés à un seul personnage, c'est que ça nous incite très fortement à prendre le personnage pour avoir le bonus qui va avec. On va maintenant passer au stratagème. Je veux juste rappeler, n'oubliez pas que ce soit relique, trait de seigneur de guerre et ces stratagèmes-là, c'est uniquement si vous jouez World Eater générique. Si vous allez chercher la sous-allégeance des fils d'Angron, vous ne disposerez de rien d'autre que ce qu'on va voir tout à l'heure. Là, en tout cas, au niveau du stratagème, on va commencer par un qui est boucher rouge, qui vaut 2 PC, et en gros, ça permet à une unité de Terminator ou d'Octolier, qui sont des gros tons du codex, d'avoir plus 1 au dégâts. Donc je rappelle, plus 1 dégâts, 2 PC. Bon, ça c'est très fort. Hein. On va prendre, ne serait-ce qu'on va dire... Est-ce que tu penses que ça vaut le plus 1 pour blesser des Space Wolves pour un PC? C'est différent, mais moi je pense que c'est plus fort. Ah ouais? Bah ça double... Tu penses que ça efface l'urine? Ah oui, ça l'apprend. Ça c'est de la javel. Hop, on enlève tout. Prenons juste, on va dire, les Terminators de base. Et les Terminators de base, on va le voir, en fait, ils n'ont pas beaucoup changé sur la datasheet, si ce n'est qu'ils ont une attaque de plus sur la Terminator du chaos. Mais donc, en gros, ils ont 6 attaques d'épée énergétique, pour faire simple, de base. Et c'est vrai que bah, tout de suite, quand on est dégâts 1, 6 attaques, on se dit c'est pas beaucoup. Bon, quand on commence à avoir 6 attaques par tête de pipe qui sont dégâts 2, là, on commence à raser quasiment tout. Et pareil, les Octoliers, pour qu'on comprenne bien... Est-ce que tu penses qu'on peut dire qu'on pense que ça fait quasiment 2 fois plus mal? Je pense que c'est 100% de dommages en plus. Dans cette vidéo, on est engagé. Hein. Non, mais ouais. Je peux dire que mature sur la V9. Hein. Ah là, les stats avant tout. Hein, là, on sent que bac S, réflexion, et ainsi de suite. Quoi. Je vais aller même plus loin. Sur les Octoliers qui sont les possédés, qui sont l'équivalent des possédés spéciaux du chaos pour les World Eaters. Ils valent quand même beaucoup plus cher en euros. Oui, et en points aussi. Donc, comme quoi, et il y a une corrélation. D'accord. Corrélation. Ils pensent à tout chez Games. C'est sûr. On passe de dommage 2 à dommage 3. Et je dirais 33% de dommages en plus quand même. Donc, tout ça, les stats toujours. Bon, bref. Non, mais plus sérieusement, on en rigole, mais c'est vrai que pour 2 PC, et c'est pareil, et là où c'est quand même super fort, c'est que c'est à la volée, c'est quand vous voulez, vous ne l'utiliserez pas tout le temps. Il y a plein de fois où vous allez, mais de toute façon, sursaturer l'adversaire, vous n'aurez jamais besoin de ça. Mais au moment où vous avez vraiment besoin de rajouter du dommage, parce que vous avez tapé un prince démon ou un démon majeur du chaos, vous avez tapé un Nika ou ce que vous voulez, pour 2 PC, vous dire que ces 2 types-là d'unités vont doubler entre guillemets la létalité, c'est super fort. Ensuite, on va avoir le démembrement sanglant. Ouais, on est dans de la philosophie. Ah oui, ouais. Là, c'est un seul PC, tout simplement. C'est le fait de se dire qu'une unité base ou personnage, quand elle fait un 6 pour blesser, ça fera une blessure mortelle jusqu'à un maximum de 6. Bah, celui-là aussi, hein, très fort. Alors, au début, je me dis, oh là là, sur les berserkers, surtout, c'est hyper fort. Quand vous commencez à faire les stats, vous allez voir que même sur vos grosses unités, la plupart du temps, vous allez faire les 4 BM statistiquement. Sauf si vous avez beaucoup de chance, c'est comme tout, hein, c'est les 6, donc vous pouvez en faire 6. Mais il faut voir le KP à 6, il ne faut pas l'imaginer comme je ferai tout le temps 6, sauf avec Angron. Parce qu'Angron ferait tout le temps 6 que vous avez frappé en balayage, et là, c'est sûr que vous le ferez avec 36 attaques, ça s'appelle les maths. 39 même en charge, parce que World Eater. Ouais. Mais voilà, donc ça c'est sûr que vous allez les faire, mais sur les autres vous n'allez pas les faire, mais donc vous allez peut-être faire les 4 en moyenne, mais souvent en fait c'est pareil, c'est sur les unités à grosse endurance, les unités avec des fortes invulnérables, difficiles à tuer, vous serez pareil bien content d'avoir ce petit stratagème là pour dire ok, ton unité entre guillemets, elle me compte parce que trop forte endurance ou parce qu'invulnérable ou j'en sais rien, tu vas quand même prendre des BM en plus.
Faites juste attention, encore une fois, on rappelle que le fait d'avoir des 6 à la touche qui blessent auto, bah, vous mettez un petit peu ça à côté, quoi. C'est un petit peu dommage. Ensuite, on va avoir des crânes pour le trône de crâne qui vaut entre 1 et 2 PC, dépendamment si on choisit d'utiliser un des deux effets ou les deux effets. Tout simplement, quand un seigneur de guerre ennemi est détruit suite aux attaques d'un personnage, on va gagner 2 points de lime de sang et ou ce personnage aura plus un jet d'advance et de charge. Alors, celui-là, pour le coup, on en a Il est pas... cher. Ouais, déjà, il est cher. On n'a pas beaucoup de stratagèmes et malgré qu'on n'ait pas beaucoup, ils ont quand même réussi à nous en remettre un qu'on n'utilisera jamais. Donc, ils ont merci comme ça. En plus, à 42 €. Ouais, là, quand même. Non, plus sérieusement, honnêtement, il faut tuer le Warlord au corps à corps. Une fois qu'on l'a fait... Avec un personnage. Oui, avec un personnage. Derrière, il faut qu'on claque un point de sang pour gagner. La plupart du temps, ce sera des dîmes de sang. Donc ça peut être pas mal si effectivement on est en manque de dîmes de sang à ce moment-là et qu'on se dit tiens, j'en ai besoin, soit pour des points de victoire. Why not, hein? Je dis pas qu'on va jamais l'utiliser, mais je veux dire que les conditions pour l'utiliser sont quand même... il faut aligner les planètes. Et en plus, les deux bonus qu'on a, c'est soit des dîmes de sang, comme à la limite, pourquoi pas, ou un +1 à la charge. Alors on l'a vu, on a notre bonus, on peut avoir plus de à la charge potentiellement pour son personnage. C'est plutôt bien, hein, mais la plupart du temps, quand on a tué le Warlord adverse, c'est rarement T1. Hein, c'est souvent qu'on s'est déjà bien mis dessus, qu'on s'est tatané, il est tour 3, tour 4. Au tour 4, avoir potentiellement plus de la charge, je suis pas vraiment sûr que ça change grand-chose. Peut-être sur un Grone, parce que s'il meurt, il revient et il fait des charges cette fois-ci à 7. Mais vraiment, bon, celui-là, je pense qu'on le jouera assez rarement. Ensuite, on va avoir mépris pour la sorcellerie. On a l'habitude de le voir dans plein de codex, celui-là. Même un petit peu déçu que pour Khorne, ça soit pas amélioré. Puisque pour un PC, dès qu'un sort ennemi passe dans un rayon de 24 pouces, alors qu'une unité normale pourrait tenter de la dissiper, et ben là, vous allez jeter un dé et sur un 4+, le sort ne passera pas. Donc c'est très fort, hein. En général, le 4+, ta gueule, c'est fort. Mais là, pour Khorne, les mecs, ils ont pas de sorcier, ils ont aucun autre mécanisme. On pense par exemple à la Sista qui va avoir non seulement des rites pour pouvoir le dissiper sur un 6, et au-delà de ça, tenter une dissipe, et au-delà de ça, si jamais ça ne dissipe pas, alors on va faire un 4+. Là, non, il y a qu'un seul 4+, je trouve que pour un PC, c'est un peu cher. Bah, t'as parfaitement résumé. En plus, quand c'est moi, chaque fois que je l'utilise, je manque. Ça me fait plaisir. Ça, c'est normal. C'est tout le temps pareil. Au moment où j'en ai besoin, je fais mon 3. Hein, donc, mais non, bah après, il y a peut-être des gens qui chaque fois l'utilisent, font un 4, donc tant mieux pour vous. Hein. Donc moi, je suis parti d'autres parties. C'est vrai que typiquement, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais il ferait un stratagème où ce serait 2 PC et dissipe auto. Ben, ce serait golden. On se dirait, putain, celui-là, 2 PC, dissipe auto, on se pose pas la question, il n'y a pas de jet de dés, ok, c'est 2 fois plus cher, mais par contre, je sais que le sort que tu vas faire, tu ne passeras pas et l'adversaire le sait aussi, donc ça change le jeu. Là, sur un 4+, en fait, c'est pas vraiment dissuasif pour un adversaire, parce que il dira, bon, dans le pire des cas, il claque un PC, il a qu'une chance sur 2 d'y arriver, il y arrive, c'est pas grave. S'il y arrive, tu fais un... Il est pas un peu cassé? Il est cassé. J'ai l'impression qu'il faut le reroll. Faut le reroll. Non mais voilà, donc celui-là il est pourquoi pas, mais c'est vrai que une chance sur 2, et pour juste conclure là-dessus, c'est que quand on l'utilise, c'est qu'on a vraiment besoin de l'utiliser. C'est qu'on se dit que c'est structurant parce que l'adversaire a passé un sort qui est vraiment embêtant pour vous, et de se dire qu'on a claqué un PC, qu'on a qu'une chance sur 2 pour en plus d'y arriver, c'est dur. Ensuite, on va avoir la frénésie sanguinaire qui vaut entre 1 et 2 PC. Tout simplement, à partir du moment où une unité, ou en tout cas on est engagé au corps à corps et qu'on se fait taper dessus, et que quand on se fait taper dessus, on meurt, on est capable, si on n'a pas déjà tapé, de taper derrière. Faut juste noter que si c'est pour des troupes, c'est un PC, sinon c'est 2 PC. Alors celui-là, il est excessivement fort également. On va le voir dans le codex, il n'y a pas de système de fight last, donc de combattre en dernier. Il n'y a pas de système de je combats en premier. Il n'y a pas tout ça, qui fait que la plupart du temps, sur les armées de corps à corps, c'est ce qui devient fort en fait. C'est quand on a des unités qui peuvent dire toi tu frapperas en dernier, moi je frappe en premier. Sur le séquençage en fait des corps à corps, ça devient fort. Khorne, on n'a pas ça. Khorne, c'est un peu logique, hein, c'est pas du Slanesh, c'est comme la violence pure. Il faut se rappeler que le fluff, hein, c'est quand même des gladiateurs. Hein, donc les mecs, c'est des mecs qui toute la journée, ils soulèvent de la fonte, ils font des pompes. Fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu dis, parce que... ils sont... parce que je t'écoute. Ils sont physiquement intéressants. Je vais sur LinkedIn, je reviens. Je vais changer un truc sur Facebook et sur LinkedIn, j'arrive. Ils aiment se battre dans la boue, voilà, c'est ce genre de mecs, quoi. Donc c'est pas des mecs qui sont pas dans la finesse, c'est pas la finesse incarnée, tu vois, c'est pas des duellistes au fleuret, quoi. Hein. Ils sont là, voilà. Donc c'est pour ça que. Excuse-moi, tu l'as vu celui-là ou pas? Et bah ça c'est pas un fleuret. Tu vois? Ok. Tu vois que t'es un Warlitter. Très bien. Un Warlitter dans l'âme, voilà, il est là. Donc tout ça pour dire qu'on n'a pas tous ces systèmes-là. Ouais, il est pas mal, hein, il commence, on sent qu'il bosse, hein. Le mec il bosse. Moi je peux pas faire la même chose. Hein. Moi ça remplit mais vers le bas. Et donc plus sérieusement, pour revenir sur ce système-là, c'est ce qui va faire effectivement que sur les match-up de corps à corps, votre armée va devenir très forte parce que ce qui va se passer, votre adversaire vous charge avec une seule unité. Bon bah il sait que le trade, dans le meilleur des cas, c'est 1 pour 1. Dans le pire des cas, en plus, il rebondit et vous le tuez. En plus de ça, il vous charge avec 2 unités. Bon bah
L'unité qui combat en premier, elle meurt, et la deuxième, vous interrompez pour 2 PC, et donc du coup, bon bah en fait, c'est 2 unités, et les 2 sont mortes, et vous en avez perdu qu'une. Donc pour que ça devienne intéressant, il faut qu'il vous charge potentiellement avec 3 unités pour que le combat, le trade en tout cas d'unité commence à devenir vraiment intéressant pour lui. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui va poser des problèmes aux adversaires, c'est-à-dire qu'ils vont devoir réfléchir à comment ils viennent vous impacter, avec quoi, et c'est vrai que ça, c'est très très bien. Alors, on est dans une méta, donc en fait, ce qui est fort au moment où on parle, en tout cas, ce qui est maître joué, et puis ça va un petit peu dans ce sens-là avec la DIP 200, on en a parlé, qui est donc de plein de petites unités. Donc ça posera pas de problème. Par contre, si jamais vous faites ça, ou que votre adversaire joue par exemple, enfin, en tout cas, je me positionne, si on affronte le World Eater, faites chier votre adversaire, c'est séquencé. C'est-à-dire, choisis le mec qui meurt, tu le fais bouger et tu tapes. Parce qu'il y a quand même moyen de mettre des mecs dans le vent, et ça arrive. Alors pas avec les packs de 3 ou avec les packs de 5, hein, vu la taille des socles, mais en tout cas avec les packs de 10, c'est intéressant. Là vraiment, quand vous êtes l'adversaire du World Eater, embêtez-le à se dire, non, d'abord, s'il te plaît, dis-moi lequel tu retires, et on regarde s'ils sont à portée. Parce que derrière, ça veut aussi dire que quand lui va taper, et ben potentiellement, il n'y aura plus personne à un pouce de lui, et donc il ne pourra pas s'activer. Enfin, il y a quand même des choses, faites-le. Exactement, et ce qui est aussi important, c'est que c'est une fight phase, c'est-à-dire que quand même, quand vous frappez en mouvement, vous avez le droit de faire un petit peeling de 3 pas. Hein, donc c'est pas, vous restez pas comme un plou, vous avez le droit de faire mais juste 3 pas. Et donc Julien l'a bien dit, si vous êtes mal placé ou si l'adversaire à l'inverse est bien placé, il peut aussi, il y a d'autres systèmes où vous venez tout simplement loquer certaines unités, certaines figurines avec d'autres unités qui seront obligées d'aller taper sur cette unité-là pour que l'unité que vous voulez sauvegarder et que voilà exactement, qu'il y ait qu'une ou deux figurines qui puissent vraiment taper l'unité qui a de la valeur chez vous. Donc il y a quand même bien sûr des moyens d'empêcher de mourir. Mais là c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on rentre dans le skill cap, ce qu'on disait sur ce genre d'armée de corps à corps. Les armées de corps à corps sont vraiment des armées qui sont très intéressantes pour cette micro-gestion, où la différence entre les joueurs va se faire à ce moment-là, entre celui qui maîtrise très bien la micro. Pas chez les World Eater, parce que de toute façon, mec, à partir du moment où quand tu meurs, tu mets des points de victoire. Excuse-moi. C'est vrai. Excuse-moi. Et ben en fait, t'as tout intérêt à mourir. Voilà, tu gagnes des points de sang, tu mets des points de victoire. Juste pour illustrer vraiment ce que tu dis, ne serait-ce qu'en termes de mathématiques, on rappelle que la cohésion d'unité, c'est 2 pouces à Warhammer 40 000. Sauf que pour assister quelqu'un qui est lui-même engagé au corps à corps, c'est 1 pouce. Et donc, c'est pour ça, en gros, que c'est important des fois de loquer. Et si on voit qu'il y a plus d'1 pouce, bah, on sait que lui, déjà, de base, il pourra pas taper sur l'unité qui a elle-même à charger. C'est même à 0,5 de 0,5 quand on veut faire de la consolidation. Donc c'est encore plus petit, donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc voilà, on va pas faire un cours théorique sur comment gérer un micro corps à corps, mais là où tu as entièrement raison, tu as bien fait de le préciser, c'est que c'est pas un contre à tout. Hein, c'est pas j'ai ça dans ma carte, dans ma pocket, tu peux rien faire et puis je vais la sortir et bim, tant pis pour toi. Non, c'est à vous aussi de bien jouer contre et de se dire voilà ce qu'on peut faire. C'est bien intéressant. C'est pas un contre concon. T'as 2 PC, tu te fais charger en gros, tu sais que ça fait plaisir. Bah alors, regarde le visage, regarde le visage. Ça c'est le visage du. T'as combien de PC? 2. Et puis, comme on l'a vu quand même, vu qu'il n'y a pas beaucoup de reliques, pas beaucoup de traits de seigneur de guerre, vous allez commencer de base à 4 PC minimum, voire à 5. Donc des PC, de toute façon, vous allez les claquer pour vos stratagèmes. Donc de toute façon, vous les aurez les PC. Donc il y aura un moment où votre adversaire devra faire des choses. Ensuite, stratagème un petit peu générique, c'est le fait écran de fumée. Si on a le mot-clé écran de fumée, alors pour un PC, on va avoir -1 pour être touché au tir. Ensuite, on va avoir l'icône de fureur pour un PC qui fait qu'une unité qui a le mot-clé icône de fureur, c'est une amélioration qu'on paye sur les berserkers. Et Jackals. Et les Jackals, merci. Alors, on va pouvoir charger avec un dé supplémentaire et défausser le plus bas. Et enfin, dernier stratagème, ça va être l'intervention agressive pour un PC. N'importe quelle unité base World Eater peut faire des interventions heroiques, mais pas à 3 pouces, mais à 6 pouces. C'est excessivement fort, ça. Ça, en fait, c'est ce qui va faire que les berserkers sont quand même des super unités pour tenir les objectifs. Parce que c'est vrai que si vous avez la chance d'avoir une ruine, vous avez vos berserkers derrière la ruine, on peut pas les tuer. Enfin, au tir, en tout cas. Les chercher au corps à corps, on l'a vu. Bah, je claque un PC parce qu'ils sont base et je frappe en mourant. Donc, ok, peut-être que tu m'as tué, mais en plus je te tue. Il y a peu de chances que tu restes sur l'objet. Voilà, et en plus de ça, je vais mettre juste un petit doigt de pied. Ça, c'est vraiment ce que fait la plupart du temps l'Arlequin. Ce qu'il va refaire, c'est j'arrive, je mets un petit doigt de pied sur l'objectif, hop, je suis super OP, je te le reprends, ainsi de suite. Là, 6 pas, intervention héroïque, donc tu t'en vas. Et c'est vrai que pour ça, les berserkers, ça devient des unités très fortes. On l'a dit, base, il y a les berserkers, mais les jackals sont aussi des unités qui peuvent le faire. On en parlera quand on parlera des berserkers, mais en plus de ça, quand on leur tire dessus, ils peuvent faire un mouvement de 6 pouces. Oui. Et derrière, ça veut aussi dire potentiellement que si vous n'avez pas clean, ce qui, dépendamment des contextes de jeu, arrive rarement, mais quand même, là, le mec a 11,9 pouces. Accroche-toi, Jeannot, parce que le mec, il va pouvoir te tirer dessus, tu vas bouger de 6, et derrière, pour qu'un peu que tu aies une autre unité qui a même bouger d'un des 6. Moi, je pense. Toi, tu fais 6, parce que tu joues 6 stars. Je caresse ici. Et c'est 6. 100% de réussite. Parce que t'as trop joué 6 stats. Réussite. Non, mais plus sérieusement, ouais, ça fait réfléchir. Hein. Vrai, ça fait partie des peu de tricks, malheureusement, de jeux qu'on a avec cette armée. Et faut les voir, quoi. On a fait le tour de la première allégeance, on va dire, World Eater générique. On va passer à la deuxième. Encore une fois, mettez-vous en tête que tout ce que vous venez de voir en termes de reliques, traits de seigneur de guerre et stratagèmes ne sont pas utilisables maintenant. Exactement. C'est important. Là,
Tout simplement au niveau des restrictions, ça veut dire que votre armée doit inclure en gros. Votre armée ne peut aussi inclure que des unités Khorne démon et des unités Land Raider ou Chaos World Eater, et que les unités dites octoliers, donc c'est un mot-clé, de votre armée ont l'aptitude objectif sécurisé. Et donc ça se stack avec les troupes, mais bon, il y a un problème là aussi de démoniaque qui n'est pas, qui se chevauche pas. Donc en gros, pour faire simple, tout ce qui est démon dans le codex, c'est-à-dire les machines démons, les possédés World Eater, les princes démons, Angron et ainsi de suite, vous allez pouvoir les jouer dedans. Tout ce qui est humain de base, Space Marine de base, eh ben vous n'y avez plus accès et donc vous pouvez pas les prendre. La seule chose que vous pouvez prendre qui est pourtant ni un démon ni un humain de base, c'est le Land Raider. Ils ont pas le droit au Rhino, mais par contre ils ont le droit au Land Raider. Donc il faut croire que quand on suit Angron, on le suit derrière un Land Raider, ce qui va très vite. Et c'est connu, le Land Raider quand même, c'est quand même la Ferrari du 40e millénaire. Bien sûr. Je veux dire, quand tu vas aller vite, tu vas dans un Land Raider. Et puis c'est aussi très agile, c'est un socle qui est à peu près grand comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils y ont droit. Non, plus sérieusement, ils ont le droit au Land Raider parce qu'on va le voir, les possédés, les octoliers, ils peuvent rentrer que dans des Land Raiders si on veut les embarquer. Et donc c'est pour ça que techniquement ils laissent les Land Raiders pour que si jamais vous avez envie de jouer des octoliers embarqués, vous puissiez quand même le faire dans le Land Raider. Ce qui est très sympa, on le rappelle, aujourd'hui t'es un gars de base, un berserker, c'est Rhino, t'es au-delà Terminator ou octolier, tu vas dans un Land Raider, c'est la même analogie côté Imperium, sauf dans ton cul les Primaris pour les Terminator et les Marines de base. Au niveau du trait, c'est le même, c'est Rage incarné, qui est tout simplement le fait d'avoir plus en caractéristiques de force et d'attaque quand on a chargé, inutile de rappeler que c'est très fort. Au niveau là par contre justement des particularités de cette sous-allégeance, limite, on pourrait s'arrêter là. Déjà quand t'es octolier et et objectif sécurisé, t'as déjà une très bonne raison de te diriger par là. Là en tout cas au niveau des reliques, on va avoir la plate puissante, ajouter 1 au jet de sauvegarde d'armure et ajouter 1 à la caractéristique de point de vie du porteur. Bah celle-là elle est aussi pas mal. Alors je vais revenir encore sur le Prince Démon, mais un Prince Démon à 2+, 9 PV, ça heureusement qu'il n'y en a pas 9 de base, hein, putain. Oui, bah c'est justement, c'est pile poil, c'est pile ce qu'il faut. C'est pas la moto custodes, ça. Exactement, donc ça c'est très bien. Après c'est très bien aussi, on va le voir sur le personnage du Juggernaut qui peut un peu mieux tanker, donc pourquoi pas. Ensuite on va avoir le Brûle les âmes qui remplace un canon infernal et qui va faire à 12 pouces de DC tir de force 7 moins 2-1 et qui touche auto. Alors tout à l'heure on a vu le stratagème qu'on n'utilisera jamais, ou très rarement. Bah là on a la relique qu'on ne prendra jamais, donc c'est une sorte de lance-flamme qui remplace en fait une arme de tir que le Prince Démon a. On va le voir en fait, le Prince Démon World Eater, il bénéficie entre guillemets d'avoir la nouvelle figurine qui est sortie récemment. Dans cette nouvelle figurine, on retrouve l'arme de tir qu'on avait à l'époque, qu'on a perdu entre temps, et donc qui revient avec ce codex-là. Et donc ça permet de changer cette arme de tir du Prince Démon, qui est une sorte de bolter lourd, pour faire simple, pour un lance-flamme, honnêtement, qui tire pas si fort que ça. C'est une arme de tir, ce sera pas structurant. Mettre un PC là-dessus, on le fera, je pense, absolument jamais. Ensuite, dernière relique, ça va être le crâne d'Ogrant, puisque à votre phase de commandement, choisissez une unité ennemie visible au porteur jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. À chaque attaque du mêlée contre le porteur, vous pouvez relancer les jets de blessure. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Encore sur le Prince Démon, on va dire, mais fais une fixette sur le Prince Démon. Mais parce que moi, je l'aime beaucoup le Prince Démon. Mais après, on verra hein, sur les autres personnages, en règle générale, pouvoir reroll pour blesser, c'est toujours fort. Donc je pense que si vous allez dans cette faction-là, vous allez prendre cette relique. Ensuite, ici, il n'y a pas de trait de seigneur de guerre. Vous allez directement avoir un buff gratos qui est l'imprégnation démoniaque. Quand vous allez rassembler votre armée, vous allez choisir une unité Octolier World Eater de celle-ci et choisir une des imprégnations suivantes. Le premier, ça va être attiré par la puissance. Chaque figurine de cette unité comme pour 2 pour savoir qu'il contrôle un objectif. Celui-là, il est bien. On va le voir, il y en a un autre qui est quand même plus fort. Mais c'est vrai que quand on joue, on va le voir, on a quand même très envie d'aller jouer des octoliers, que ce soit les octoliers de base ou les octoliers exaltés. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de figurines. Quand chacune d'elles compte pour 2, c'est quand même bien. Maintenant, je pense que ce ne sera pas structurant la plupart du temps sur une game. Parce que, à moins que vous ayez vraiment les 5 qui comptent pour 10, là c'est vraiment bien, mais quand vous n'avez que 2 ou 3 figurines, la plupart du temps, ça fait que 6 qui comptent pour super OP, c'est pas ça qui changera fondamentalement la game. Ensuite, on va avoir l'enveloppe mutante, tout simplement à chaque jet de blessure, nous modifie de 6 au corps à corps, bien évidemment. Ça fera une blessure mortelle jusqu'à un maximum de 6, on a l'habitude de ces mécanismes-là, sauf que là, c'est tout le temps. Voilà, donc je pense que vous irez prendre celui-là, vous allez prendre certainement un pack d'octoliers de 6, c'est le maximum, vous lui mettrez ce trait-là pour que chaque fois qu'il frappe, non seulement il fait ses dommages, et en plus, il fait de la mortelle. On va le voir dans cette sous-faction-là, vous n'avez pas accès au stratagème qui donne des mortels au 6 pour blesser. À l'inverse, vous l'avez gratuitement sur toute la game unité d'octolier. Donc je pense que très souvent, vous allez chercher celui-là. S'ensuit, on va avoir le cuir d'airain, qui fait que tout simplement, à chaque fois qu'on perd un PV suite à une blessure mortelle sur un 4+, c'est ignoré. Tout le temps. Celui-là aussi, il est quand même bien. Mais malheureusement, en fait, c'est qu'on doit le choisir au moment où on construit son armée. Et c'est vrai que quand on construit son armée, on ne sait pas contre qui on va jouer. Alors à moins que vous jouez tout le temps contre le même pote et vous savez que votre pote il joue Thousand Sun, bon, vous allez prendre celui-là. Parce que vous allez dire, celui-là quand même il est très bien. Mais quand on ne sait pas contre quoi on va tomber, on va prendre souvent quelque chose de plus générique qui marchait contre tout le monde. Et c'est vrai que les mortels, ça marche contre tout le monde, donc on ira plutôt sur celui-là. Ensuite, au niveau des stratagèmes qui sont spécifiques justement à cette sous-allégeance, ça va être l'effusion de sang gratuite, ça vaut un PC. Quand une unité World Eater
tape au corps à corps une unité qui est à moins de 50% de ses effectifs de départ, on a +1 pour blesser. Alors celui-là, il est... J'arrive pas à comprendre mathématiquement quand est-ce que c'est intéressant. Bah voilà, tu as bien résumé, c'est pourquoi pas, parce qu'il y aura peut-être des situations, il y aura des moments où vous serez bien content de l'avoir, peut-être quand on va taper sur des gros packs de Warden Custodes, où on a déjà réussi à en tuer 6, et que donc il ne reste plus que 4, et là ils sont... Parce qu'en fait c'est ça qui est compliqué, c'est pas à demi-force, c'est en dessous de la demi-force. Donc c'est-à-dire que même les packs de 10, il faut qu'ils soient plus que 4, c'est-à-dire qu'on a déjà tué 6 avant, en plus c'est une deuxième phase d'activation pour claquer le stratagème. Franchement, il aurait pu être fort. Mais en l'état, il va être vraiment que dans certains cas, et je pense que la plupart du temps, vous n'en aurez pas besoin, parce que soit vous aurez tué, soit vous aurez rebondi, mais vous ne l'utiliserez pas. Ensuite, on va avoir le stratagème l'odeur du sang qui vaut 1 PC. C'est un stratagème qui va s'utiliser à la phase de mouvement adverse à partir du moment où une unité désengage d'une unité à nous octolier, donc les possédés, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et bien là, tout simplement, on va être capable de faire un mouvement de jusqu'à 6 pouces, qui est aussi un mouvement d'engagement, donc dans lequel on peut rentrer à moins d'1 pouce d'unité ennemie. Donc bien attention, hein, quand vous séquencez les mouvements et que vous allez lever la main, c'est chaud. Non, celui-là, il est quand même vachement bien. Bon, déjà, c'est-à-dire que si l'unité qu'on a engagée au corps à corps ne bouge que de 6, bah, elle ne peut pas fuir, techniquement. Si elle bouge plus de 6, même, on va prendre une unité de Chrysisto, si on a réussi un peu à la loquer avec ses gros socles et son gros socle aussi, même quand il va bouger de 8 pas en vol pour sortir, et ben avec son move total, avec votre socle et le sien, en fait, il restera quand même à 6 pas. Et donc vous pourrez toujours l'engager. Donc c'est vrai que contre certaines unités, notamment les unités de tir, qui ont vraiment très envie de ne pas rester au corps à corps avec vous, c'est très fort parce que ça veut dire que si vous avez réussi à faire une bonne charge et à bien entourer l'unité adverse, pour pouvoir être capable, même si on a un gros move entre guillemets, de fuir, c'est difficile. Tu parlais aussi de skill cap, alors en ce moment dans une période du jeu avec les gotcha où on autorise beaucoup de choses, mais si j'en sais rien, le mec il bouge d'abord une unité, il se met à 6 de vous et que derrière il désengage, on a moyen de le loquer. Alors en général on est sympa, on dit oui mais alors je le ferai après le move, mais théoriquement c'est comme ça que ça marche. Ensuite on va avoir l'accès de fureur qui vaut un petit PC et tout simplement là ça va s'utiliser pendant la phase de tir adverse. On va choisir une unité octolier qui ont subi des pertes, c'est-à-dire qui ont au moins eu un mort. Et là pour le coup l'unité octolier va pouvoir faire un mouvement normal comme si c'était la phase de mouvement. Alors ça c'est excessivement fort, on va le voir en fait c'est une règle entre guillemets de base des berserkers mais c'est sur un D6 donc c'est quand même vraiment random. Là les octoliers ils bougent, on les a pas encore vus, mais ils bougent de 9 de base. On va le voir, il y a aussi des personnages qui peuvent leur donner plus de move en aura, donc c'est-à-dire ça fait 11 pas. C'est-à-dire que votre adversaire, quand il va tirer sur des octoliers, il a intérêt à vraiment pas se cutter, parce que s'il en tue qu'un seul et que derrière vous bougez de 11, ça fait plein de tricks. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre derrière un mur, c'est-à-dire que derrière il ne peut plus vous tirer, vous avez bougé de 11, vous êtes vachement rapproché de lui, vous allez rebouger de 11 à la prochaine phase pour le charger. Donc très vite ça peut être Bagdad. Hein. On rappelle, on est super OP, on peut aller voler un objectif, on peut être hors de portée de charge, on peut enfermer l'autre chez lui si vous voulez charger pour prendre un objectif. Comme tu l'as dit, il y a 1 milliard de tricks potentiels. Là pour le coup c'est vraiment gros skill cap. Ensuite on va avoir les machines diaboliques qui vont entre 1 et 2 PC. Ici en l'occurrence c'est 1 PC quand on est normal, et 2 PC si on est titanesque. Tout simplement, on va utiliser ce stratagème à la phase de commandement, et ça va permettre, en l'occurrence ici, ça veut dire que toutes les figurines qui ont le mot-clé esprit de la machine World Eater ou machine démon, donc c'est tous les véhicules et machines démons, mais sauf qu'elles ne sont pas jouables, donc c'est que les machines démons, et ben tout simplement, là on sera considéré comme ayant le maximum de PV par rapport au profil dégressif. Ensuite, on va avoir la frénésie apoplectique qui vaut 1 PC, utilisez ce stratagème à votre phase de mouvement. Quand une unité World Eater de votre armée est choisie pour Advance, et ben là on jette pas de dés, on fait 6 auto. Alors celui-là aussi, il est vraiment très fort. On va le redire, on peut bouger de 11, plus une advance auto à 6, ça fait 17 pas. Alors on ne peut pas charger derrière. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, aujourd'hui, quand on joue une armée qui a qu'une seule phase de létalité, qui est sa phase de corps à corps, l'autre phase qui est ultra importante, c'est la phase de placement, c'est donc la phase de mouvement. Et c'est sur cette phase-là que vous allez justement mettre votre scénario en place pour embêter l'adversaire, pour vous préparer au tour suivant et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'il y a très souvent sur des tables de jeu, se dire « Oh là là, si je pouvais faire 6, je peux me planquer toute mon unité derrière cette mur, sur cette ruine-là, et ainsi de suite. » C'est très fort. Donc c'est pareil, c'est pas de la létalité pure, c'est vraiment pareil du skill cap. C'est-à-dire que ça va vous permettre en lecture de table, vous dire « Ok, en fait, là, j'ai 17 pas de move potentiel. Si je mets mon unité là, au T2 à 17 pas, elle peut être encore planquée là, il pourra rien me faire. Et T3, je suis dans ces lignes et il ne pourra pas me gérer. » Donc c'est vrai que c'est le genre de stratagème qui paraît pas hyper fort sur le papier, mais qui l'est en partie. Et puis aussi l'autre chose où il est très très bon, on va le voir après, mais en Grone, techniquement, il a un de ses mots-clés qui est Warp Locus. Warp Locus, en fait, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet, quand on s'allie à du démon, de pouvoir en fait faire des faibles de démons à 6 pas, si c'est des démons de corne, à 6 pas autour d'unité Warp Locus. Dans les 6 pas de l'unité Warp Locus et jusqu'à 6 pas de l'adversaire. Donc vraiment une fable très rapprochée. Là aussi, pour l'instant, c'est très fort. En Grone, il bouge de 16 pas. On sait qu'avec ça, il peut bouger de 22 pas. Et derrière, au bout de 22 pas, faire je fais mon Warp Locus. Donc si vous jouez avec du corne, avec du démon de corne potentiellement, vous avez quand même un engron qui peut bouger de 22 pas d'un coup, faire FEP
un buveur de sang, un prince démon, ce que vous voulez derrière, qui lui va charger à 6 pas l'adversaire. Et là, votre adversaire se retrouve avec un Angron dans ses lignes qui a bougé de 22, un prince démon ou ce que vous voulez, ou même un démon majeur qui vient de pop. Et mine de rien, il y a quand même beaucoup d'armées qui, quand elles se retrouvent avec 2 gros papas comme ça devant ces lignes, ça crée quand même une petite anxiété. Donc c'est pareil en termes de jeu, se dire qu'à 22 pas, on sait qu'on va pouvoir faire ça, plus 6 pas de faible, ça fait 28 pas, plus ma charge, c'est quasiment toute la table. Donc c'est pareil, c'est des petits tricks. Il faut les voir, il faut le savoir qu'on peut le faire, et c'est vrai que ça donne de la saveur aussi à cette sous-faction. Yes, ensuite on va voir le démembrement violent, il vaut 1 PC. En gros, à la phase de combat, si on a détruit une unité, l'unité qu'il a détruite va avoir une aura qui va lui permettre d'avoir -2 à la caractéristique de commandement des figurines ennemies et -1 en test d'attrition. Donc mine 2, ça c'est pas mal, comme on va un petit peu diviser ses attaques, on met, je sais pas, 3-4 figurines sur une unité, et une figurine sur une autre unité, il suffit qu'il y ait un mort, les mecs ils vont avoir un mort, plus -2 au commandement, donc -3, et derrière, les figurines qui vont mourir, donc il y aura celle qui va rater le test de com, et derrière elles vont mourir sur du 1-2, voire 1-2-3. Enfin, en plus, on va le voir, mais vu qu'il y a ce système de possédés, prince démon et ça, qui ont comme le spécial du on met un petit -1 en commandement en plus, à 6 pas autour d'eux, on l'a vu, potentiellement on peut aussi s'allier si on le veut, on n'est pas obligé, mais avec du démon, qui rajoute aussi un petit -1. Il y a quand même au bout d'un moment un élément des planètes où on met des -1, -2 de partout qui fait que même les unités qui ont un gros commandement, ils se retrouvent avec un commandement -4, +1 à CG d'attrition, donc ils peuvent perdre sur 1, 2, 3. Alors ça fait pas une game, hein, mais globalement quand même ça fait toujours bien plaisir quand vous tapez de l'élite de dire bon tiens j'en ai tué que 2, mais là tu vas manquer ton commandement parce que tu es à -4. Donc, mine de rien, sur un commandement de 10, tu peux le manquer sur un 5-6. Même un commandement de 11, ça marche. Ouais. Et donc, potentiellement, tu vas perdre 1 ou 2 figurines gratos comme ça. Franchement, ça fait plaisir. Ensuite, on va avoir l'assaut terrifiant qui vaut 1 PC. Et tout simplement, au moment où on va déclarer une charge, l'unité ne pourra tout simplement pas ni préparer sa défense, c'est-à-dire avoir +1 sa capacité. Je précise la règle parce que je pense que préparer sa défense, il y a plein de personnes qui oublient. Quand on est dans un décor léger, on a moyen de préparer sa défense et donc d'avoir +1 à la phase de combat subséquente. Mine de, on peut toucher potentiellement à 2. Subséquente. Impressionnant. C'est pas qu'un physique. Ouais, avec lui là, avec le c'est pas qu'un physique. On en a perdu la moitié là. Et en plus de ça, à la phase de combat donc subséquente, l'unité ennemie aura -1 pour toucher. Donc c'est double bonus. Et puis, il y a l'autre bonus aussi qui est qu'on ne peut pas se faire tirer dessus en état d'alerte. Et donc, c'est pareil, en fait, on va quand même le voir, et sans trop spoiler, quand même, tout ce qu'on voit là, c'est en gros, tu me tires dessus, je vais bouger de 6. En gros, j'ai une advance assist qui peut me permettre de me planquer dans les décors si j'ai envie. Quand je te charge, je ne vais pas me faire de tir en état d'alerte. Donc comparé, on va dire, à la faction World Eater de base où on a plein de tricks de corps à corps, où je fais des interventions héroïques, je frappe en mourant, et ainsi de suite. Et donc quand je viens me battre au corps à corps contre un adversaire, je suis très fort. Là, j'ai pas beaucoup de tricks de corps à corps. Par contre, j'ai beaucoup de tricks pour battre les armées de tir. Et c'est vrai que cette faction-là, elle sera plus orientée entre guillemets contre des armées, contre l'Astra, contre Duto, où finalement, on va pas se mentir, mais pouvoir frapper en mourant contre Duto, la plupart du temps, au corps à corps, vous en fichez un peu. Hein. Faire des interventions héroïques à 6 pas contre Duto, pourquoi pas, mais c'est pas le plus fort. En revanche, pouvoir bouger de 11 si tu m'as tiré dessus, pouvoir faire des advances à 6, pouvoir quand je te charge, ton unité de Crisis ou ta Riptide, elle me tirera pas dessus pour un PC et je te charge à full effectif, ça change la game. Et donc c'est vrai que finalement, les deux factions sont assez linéaires, en tout cas en termes de lisibilité, avec l'une qui est très axée corps à corps avec des tricks de corps à corps, l'autre qui est quand même plus axée pour combattre des armées de tir. Yes, il nous restait un stratagème à voir, c'était pour un PC le fait d'ignorer tous les malus à la charge. C'est rigolo. Tu as utilisé justement tout à l'heure l'exemple des armées d'auto et ainsi de suite, ou même un Custodes. Là, le Custodes ou le taux qui lâche un PC pour te mettre -2 à la charge, tu peux lui dire ta gueule. Donc il n'y a pas aussi que l'usage de je charge à travers un cratère ou une forêt, j'ai pas le -2. Exactement. Là, le mec ne peut aussi rien faire. Et ça, c'est bien. Et ça, on aime ça. Quand l'adversaire te dit mais je ne peux rien faire, exactement. On rentre maintenant, et croyez-moi qu'il va rentrer dans le dur du codex. On va commencer maintenant tout simplement par le premier choix de Lord of War, donc de Seigneur de Bataille, qui est Angron, donc le primarque des World Eaters. Il vaut que, mais je le trouve pas pété en fait dans ce codex. Je le trouve bien costé, alors que quand on a vu la fiche profil, qu'il y avait les rubeurs sur son prix, j'étais le premier à chier dessus. Je m'en excuse, je nettoie. Et je me dis, non, un 360, dans toute autre armée, il serait un petit peu cassé. Là, je trouve qu'il est bien. On en débattra après tout à l'heure. 360 points, papa. Il bouge de 16, il touche à 2 au corps à corps, au tir, bien évidemment. Force 9, endurance 7, 18 points de vie, 12 attaques, dont un profil qui lui permet de faire x3, donc de 12 à 36 attaques, dépendamment de votre humeur. Et derrière, commandement 10, sauvegarde à 2, invulnérable à 4. Derrière, bien évidemment, c'est le Seigneur de l'Arène qui fait que ce petit monsieur, il va pouvoir, à la phase de commandement, choisir une unité base ou personnage et dire qu'elle sera tout léger pour
toucher. Et derrière, il est équipé de 2 armes, mais qui en réalité n'ont qu'un profil. C'est Brisechin et Samarius, qui vont faire soit, donc comme je disais tout à l'heure, 12 attaques, mais en réalité 13 parce qu'on est World Eater, de force 14, PA-4, dégâts des 3+3. Faudrait faire les stats, mais je vois pas ce qu'il tank dans le jeu aujourd'hui. Et sinon, donc x3, donc 36 attaques, donc 39 attaques en charge de force 9, voire force 10, puisque on aura chargé, on sera dans une des sous-allégeances, PA-3, dégâts 1. Et derrière, on va avoir aussi la présence courroucée, qui fait qu'à votre phase de commandement, on va pouvoir choisir une des aptitudes suivantes. On va avoir la rage contagieuse, qui va être une aura, qui va permettre tout simplement aux unités bases à côté de lui d'avoir plus une attaque. On va avoir le glorieux bas de sang, qui fait que à 6 pouces de lui, on va pouvoir relancer les jets de touche de 1. Ou alors, on va avoir tout simplement le fait que à 6 pouces de lui, un petit peu comme Skarbrand, on ne peut pas battre en retraite. Et puis, peut-être dernière chose, son trait de seigneur de guerre, qui est unique à lui-même quand il est seigneur de guerre, et en fait, il va enlever le super OP à 6 pas autour de lui. On précise, c'est un trait de seigneur de guerre. En l'état, il faut donc payer un petit point de commandement pour pouvoir l'avoir. Alors, en Grogne, il y a plein de lectures à faire dessus. Première lecture, on va dire juste la brutalité pure. Il est monstrueux. Il frappe très très fort. Il détruit quasiment tout. La seule chose qu'il va pas détruire... plus vite que Damido. Ah bah, bien plus vite. Je pense que lui, je pense qu'il a des rouleaux de peinture Damido, dans les pieds, double partout. rouleau. Double rouleau. Non mais lui, il faut... Ça bouge encore. Mais donc effectivement, il tue tout. Sauf malheureusement les unités qui ont des face cap. Et donc ça c'est le vrai problème, on va le voir, de l'armée, c'est qu'on n'a rien pour gérer le face cap. Et c'est vrai que ne serait-ce qu'un seigneur phénix à la noix qui arrive et dit je viens de charger, et ok, je peux rien faire, je vais juste te faire 3 PV et puis derrière tu vas tanker de ça. Donc ça c'est un vrai problème dans le codex. À part ça, sinon il tue vraiment tout. Il revient à la vie potentiellement, même pas plus que potentiellement, mais on peut le faire tous les tours, mais on le fera pas tous les tours, je pense. On précise que quand il revient qu'avec 8 PV, donc c'est intéressant ici de regarder qu'au niveau de ses profils dégressifs, il sera donc en intermédiaire, il bougera plus que de 12, mais il aura toujours 10 patates. C'est ça. En fait, le dégressif chez lui est pas si embêtant, parce que bouger de 12 en vol, c'est toujours très bien. En nombre d'attaques, vu qu'on va faire souvent le dégât 1 x 3, en réalité, ça changera pas vraiment sa létalité. Ce sera 33 attaques, papa. Ouais, donc à 2+, ça va suffire, surtout quand il va revenir très souvent dans les 6 explosifs ou d'autres choses. Il est World Eater, donc tous les buffs qu'on a vu justement sur le 6 qui propose 2 touches. Ça serait intéressant de faire réellement les stats, mais je pense qu'il a moyen d'envoyer 45 attaques, papa. Exactement. Et puis après, là où enfin, c'est la dernière lecture qu'il faut avoir de lui, c'est quand même l'aspect totem. Il a quand même, la full reroll des touches, on le connaissait, c'est très bien. Mais quand même, lui, il donne la reroll des 1. Alors c'est qu'au corps à corps, attention, c'est pas surtout c'est qu'à la mêlée, mais c'est tout ce qu'a le mot-clé World Eater. C'est-à-dire que tout son codex reroll les 1 avec lui, quand on choisit cette aura-là. Et mine de rien, on va le voir, il y a quand même beaucoup d'entrées qui sont quand même vraiment fortes, mais qui n'ont pas le mot-clé base. Et donc, malgré tout, ce bonus-là est quand même très fort. Après, le plus d'attaque, pareil, sur tout ce qui est base, on va le voir, mais entre les Octoliers, les Berserkers, les Jackals, et ainsi de suite, c'est très fort. Et enfin, la dernière aptitude, c'est pareil, c'est vous jouez contre une armée de corps à corps, la plupart du temps, vous avez besoin de létalité, vous allez prendre les 2 premiers, vous jouez contre une armée de tir, le fait de pouvoir dire à 6 pas, en fait, dès que tu es cliqué, tu désengages pas, ça vous fait gagner une game en fait, parce qu'au bout d'un moment, une fois que vous avez même si vous avez qu'un seul Octolier qui a réussi à cliquer un pauvre pack qui peut pas se désengager. Et excuse-moi, mais on en parlait tout à l'heure. On peut bouger pendant la phase adverse, si on désengage, on peut bouger de 6, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on peut faire des interventions héroïques à 6 pouces. Exactement. Donc tout ça combiné fait que vraiment, en fait, il faut pas le voir uniquement comme un gros ton qui tape sur tout, parce que même si c'est comme ce qu'il est, mais il faut voir ce qu'il y a à côté. Le fait de je reviens dans la game, pendant toute la game si j'ai besoin, ou quand j'en ai vraiment besoin, c'est très fort, parce que ça met la pression sur votre adversaire. C'est pareil pour le tuer, il est facilement tuable, parce qu'on l'a vu, il a 18 PV, il a une 2+, 4+, 7 d'endu, franchement c'est pas insurmontable, il va mourir entre guillemets vite, ce qui est pas très grave, parce que quand il meurt c'est 2 points de sang, et en plus il peut revenir à la vie. Mais surtout, c'est que les armes qu'on a mis pour le tuer, on l'a pas mis sur potentiellement, si vous jouez des rhinos, si vous jouez la première faction, les octoliers, d'autres unités qui ont beaucoup de points de vie et qui aiment pas se faire tirer dessus au multifuseur. Donc si le multifuseur, techniquement, entre guillemets, il part sur Engron, vous êtes presque content en fait. Parce que, ok, tu vas me tuer mon Engron, mais de toute façon il va revenir, donc dans l'absolu, j'ai pas vraiment perdu ma ressource. Toi, tu as gaspillé tes armes de tir, et à côté de ça, mes unités d'impact, elles sont toujours à plein effectif, elles vont te rentrer dedans. Et si tu me tires pas sur Engron, tu veux faire les octoliers, pas de problème, parce que Engron, quand il va te rentrer dedans, il va quand même te faire du dommage, et en plus tu vas perdre le super OP, et potentiellement, je vais faire l'aura, tu pourras pas désengager, et derrière, tu vas être loqué avec 2-3 unités. Donc en fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est des options de jeu. C'est pas le meilleur, ce qu'on va voir, on va avoir ce débat avec d'autres personnages, mais en tout cas, il faut pas l'enterrer. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire autour de cette figurine. Ensuite, on l'enchaîne avec Karl le Félon. Il vaut 140 points. Lui aussi, c'est une machine à peindre. Ouais.
Lui, c'est la version svelte. Puisque, en gros, il va bouger de 6. Derrière, il va balancer quand même 9 patates. On rappelle 10 en charge. Exactement. Qui vont toucher à 2, sauvegarde à 2, invulnérable à 4. Derrière, il a le petit pistolet à plasma de Karn qui surchauffe auto mais qui ne fait pas de mortel s'il fait un pour toucher. Et derrière, il est équipé de la carnassière qui fait force utilisateur, donc force 6, 7 en charge, PA-4, dégâts flat 3. Il va avoir comme aptitude déjà le tueur légendaire puisque fait tant qu'unité base est à côté de lui, et bon, on peut relancer, j'ai le blessure de 1. C'est un lieutenant, le mec, et aussi le félon. À la fin de la phase de combat, s'il y a une ou plusieurs unités ennemies à 3 pouces ou moins, on va jeter un D6, je suis sur un 1. En gros, elle prendra 2 blessures mortelles. En plus de ça, on l'a dit tout à l'heure, maintenant les personnages, à voir pour en V10, mais ça a l'air d'être comme ça. En gros, son trait de seigneur de guerre obligatoire, c'est Archi Massacreur. Chaque fois que ce seigneur de guerre est choisi pour combattre, s'il y a 6 figurines ennemies ou moins à 3 pouces ou moins de lui, alors on va ajouter à sa caractéristique d'attaque des 3. Alors, moi, c'est pour ça, je pense qu'on le verra jamais en seigneur de guerre, parce que son seigneur de guerre, il est quand même plutôt anecdotique. Maintenant, en lieutenant, parce que c'est un lieutenant, mine de rien, à 140 points, il envoie une sauce de PA-4 dégâts 3, qui touche à 2+, ça rigole pas. Il faut bien comprendre aussi que les datasheets qu'on est en train de voir, il faut les prendre en compte avec le 6 explosif. Parce que globalement, vous l'aurez. Donc, sur vos 10 attaques, au bout d'un moment, si vous avez un peu de chance, vous allez faire beaucoup de touches derrière. Et la force 6 ou 7, c'est pareil, et ça permet d'aller péter finalement du rhino, du véhicule assez facilement sur de la PA-4. Bon, bah l'adversaire a plus de save, même des petits IK. Donc franchement, à 140 points, en plus, elle reroll des 1 pour blesser. On va le voir, on a beaucoup de très grosses forces dans l'armée. On peut avoir de la force 7, de la force 8, voire de la force 9. Et ben, la petite reroll des 1 à côté, elle fait vraiment plaisir parce qu'elle stabilise énormément les dommages qu'on va faire. Donc c'est vrai qu'à 140 points, il est vraiment bien. Après, le problème, c'est les mortels qu'il peut mettre à la fin de phase de corps à corps potentiellement. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on peut se poser la question de ce qu'on a envie de jouer. Maintenant, si vous voulez vraiment assurer et être sûr que à la fin de la phase de corps à corps, vous pouvez l'écranter avec des berserkers sans que pour autant ils mettent des mortels dedans avec pas de chance. Vous pouvez mettre un petit spawn, tout simplement, à côté, puisque on va le voir, mais depuis les Chaos Space Marine, le spawn, quand il ne meurt pas sur une seule phase, ils reviennent full vie systématiquement. Donc c'est-à-dire que les mortels, c'est lui qui les prendra, vu qu'il ne mourra pas à la phase de corps à corps, il reviendra à 4 points de vie, donc en fait, ça n'aura rien fait. Et donc du coup, vous aurez toujours votre Karn qui n'aura pas frappé au berserker à côté, qui sera écranté. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et l'unité, elle est vraiment bien. Et juste pour terminer sur lui, c'est quand même un des personnages les plus charismatiques des World Eaters, qui est là depuis 10 000 ans. Qui est à l'origine comme de la sécession qu'il y a au sein des World Eaters, le fait qu'il n'y ait plus de légion de World Eaters, c'est lui qui a tout détruit et ainsi de suite. Donc quand même, rien que pour le fluff historique, c'est cool de le voir et de le voir bien fait. Et même la figurine avait été refaite il y a quelques années, et maintenant elle est vraiment très 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 belle. On va enchaîner ensuite avec le Seigneur Invocatus qui est la pépite. Ouais, la Déjà, nouveauté. à 50 balles la figue, j'espère que c'est une pépite. Excuse-moi de le dire, mais C'est vrai, autant qu'elle soit c'est là, vrai. c'est une pépite. Là, en gros, c'est un double kit. On va commencer donc par le Seigneur Invocatus qui vaut 165 points. Ouais. Donc, il est à mettre en termes de costing, pas d'utilité, mais au même niveau qu'un Prince Démon, avec elle. Par contre, vous allez voir, c'est là où ça devient très intéressant et je sais pas, j'ai dit intéressant, j'ai pas dit bien ou mal, mais on se rapproche vraiment d'un modèle de Warhammer Age of Sigmar où finalement il n'y a aucune customisation possible. Si vous voulez des faits de jeu, il va falloir prendre cette figurine-là. On le voit à côté Nurgle, si on veut pouvoir justement mettre des unités en frappe en profondeur, il faut tel personnage. Et ainsi de suite. Là, on en est là. En gros, le Seigneur Invocatus, il va bouger de 12, il va envoyer 7 patates de force 6, PA -3, dégâts 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a des règles de spec qui sont affichées ici. C'est-à-dire qu'il a mis les invulnérables, ou alors il peut faire encore plus d'attaques. Mais ce qui va le rendre vraiment utile, c'est son trait de Seigneur de guerre. Puisque ici, au début du premier round de bataille, avant de commencer le premier tour, vous pouvez choisir jusqu'à 2 unités base à 9 pouces de lui, et faire un mouvement normal. Mouvement normal, on va le rappeler, la plupart du temps les octoliers, on va le voir, bougent de 8. Ils donnent plus 2 au move, aux unités bases, donc les octoliers classiques vont bouger de 11. C'est-à-dire que si vous avez le T1, les octoliers vont bouger de 11, après vous allez jouer, ils vont rebouger de 11 et derrière ils vont charger. Donc on le connaît, c'est finalement un système de jeu qu'on connaît chez le Blood Angel, qui avait ça avec sa compagnie de la mort. C'est pas nouveau. Là où c'est quand même très fort, c'est que contrairement au Blood Angel, on doit rester normalement, le Blood Angel, quand il fait un pré-move, il est obligé de rester à 9 pas des unités. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit, si vous avez fait un cordon, de se rapprocher. Là, on s'en fout. C'est un move, il n'y a rien qui est précisé. Vous avez fait un cordon, il ne faut pas que je rentre donc à moins de 1 pas, parce que je n'ai pas le droit de rentrer à moins de 1 pas d'unité, parce que je t'engage au corps à corps, mais du moment que je ne suis à plus d'un pas, c'est bon. Donc même un screen, techniquement, on peut le contourner, on fait 11, on tourne, on fait ce qu'on veut. Donc c'est quand même très fort. Maintenant, c'est pour ça qu'en fait, il est vraiment comparaison en Gron. Maintenant, il y a deux choses qu'il faut voir, c'est que pour qu'il soit seigneur de guerre, c'est forcément World Eater, c'est-à-dire la première faction, puisque si on veut jouer la deuxième faction, c'est forcément en Gron le seigneur de guerre, donc vous aurez ça en bonus, mais c'est-à-dire que vous jouez que la faction corps à corps et pas la faction tir, ce qui est un peu moins débile, parce qu'on se doute qu'un double move comme ça sur une faction en face qui est du taux ou de la
Garden pour se dire, oulala, ça devient vite game breaker, parce qu'en plus j'ai tous les stratagèmes pour t'empêcher, enfin voilà, donc c'est aller un peu moins. Après, l'autre chose, c'est vrai que quand on le voit, on se dit, oh là là, l'alpha T1 que je peux mettre si j'ai le T1, c'est hyper fort. Maintenant, ça c'est pareil, c'est vraiment lié au skill cap de l'adversaire. C'est-à-dire que sur un adversaire, entre guillemets, un peu débutant, qui n'a pas fait des armées avec la capacité de faire des petits screens, qui s'est un peu déployé, pas forcément très bien, c'est excessivement fort. Les screens, ça s'appelle écran, c'est tout simplement le fait de mettre des figurines qui valent pas cher devant l'unité qui vaut cher pour la protéger. Exactement. Ça devient très fort. Maintenant, je pense que très rapidement, des adversaires vont apprendre à jouer contre, comme ils ont appris à jouer contre le Blue Angel, contre toutes ces armées-là qui ont finalement des capacités de faire une Alpha Strike T1 très forte. Et donc, même si c'est très bien, je pense qu'on n'aura pas des cibles ultra juteuses T1 que votre adversaire va vous offrir. S'il le fait, bon bah tant mieux, vous avez gagné la game, et puis T2, vous allez boire une bière, c'est super. Maintenant, si vous jouez contre un adversaire qui a un peu d'expérience et qui sait jouer contre ce type-là d'armée, je pense que c'est très beau sur le papier. Je pense qu'en partie, ce sera souvent moins évident. Donc, vouloir prendre lui en seigneur de guerre pour faire ça, pourquoi pas. Après, quand même, lui, ce qu'on n'a pas dit, et pourquoi on a quand même envie peut-être de le prendre, c'est qu'il a le mot-clé Fly. On va le voir que dans l'armée, il n'y a pas beaucoup de choses qui volent, à part Angron, le prince démon et lui. Et c'est vrai que mine de rien, avoir des unités qui volent pour justement passer au-dessus des petits écrans que l'adversaire va faire, pour pouvoir faire des petits tricks de jeu, de ça, c'est quand même important. Et c'est vrai que lui, il apporte ça en plus du reste, donc il est quand même très intéressant. Maintenant, son trait de seigneur de guerre, même s'il est très alléchant, je ne suis pas persuadé que c'est ça qui va vraiment faire les games. Alors, je suis d'accord avec toi. Par contre, à chaque fois qu'on peut l'acheter, on l'achètera. Parce qu'en fait, de toute façon, en offensif, et c'est surtout en défensif qu'on voit le skill cap des mecs, eh ben, ça sera intéressant. C'est vrai aussi parce que comme tu l'as dit, on peut aussi très bien se dire je fais un développement un peu all-in devant, j'ai pas le T1, c'est pas grave, je bouge jeu 11, je me replanque derrière les ruines, je suis sauvé, je suis bien. On l'a pas précisé, c'est le seul mécanisme de redéploiement qu'on a au sein du codex. C'est pour ça que c'est intéressant. Ensuite, bon bah écoute, une pépite, hein, le prince démon des World Eaters. Son seul défaut, c'est que le nouveau kit il est à 60,50 € et qu'il est sorti en même temps que celui des Job Sigmar. Mais voilà, là on va parler du prince démon qui lui est à 165 points. Donc c'est assez intéressant. On a Seigneur Invoctus à 160, on a Karn à 140 et on a lui à 165. Si on doit en choisir que deux, prince démon, Seigneur Invocatus et Karn en bonus. Peut-être, ouais. Après, ça va dépendre des listes, de ce qu'on a envie de faire. En fait, c'est ça qui est bien, on va le voir, c'est que tout est plutôt bien pricé, tout est intéressant, en tout cas, à une place dans un codex. Après, il y a toujours des choses qu'on trouve plus ou moins fortes, mais je veux dire, sortir Karn, on se tire pas du tout une balle dans le pied. Là où, dans certains codex, on avait quand même des unités, on se dit, oh là, pourquoi je vais les rentrer? Là, franchement, les trois sont très bien, et tu vas le voir, le prince démon à 165 points, franchement, il est top. 165 points, attention, c'est avec les ailes. Hein. Donc c'est déjà, en fait, en lui passant sa valeur de caractéristique du mouvement de 12 et en lui donnant le mot-clé vol. Papa, c'est quand même endurance, comme tu l'as dit tout à l'heure, 6 par rapport au fameux relique et trait qu'on a vu tout à l'heure avec, on le rappelle, la possibilité de mettre moins un point de blessé, diviser les dégâts par 2 et ainsi de suite. C'est quand même 7 patates d'amour. Si on le met avec une serre, ça veut dire que si on charge, on passe à 8 et avec la serre, on passe à 9 patates. Hein. 2 force 8, PA-1, dégâts flat 2. Ça fait quand même discuter. Derrière, c'est le seigneur des World Eaters Andorra qui permet aux unités bases d'avoir une relance D1 pour toucher. Il a une sauvegarde invulnérable à 4+, contre les tirs, à 5+, contre le corps à corps. On retrouve cette notion de double sauvegarde, comme les démons, sauf que là, c'est précisé que c'est une sauvegarde invulnérable. Ouais. Et ensuite, il va avoir une aura effrayante qui fait qu'à 6 pouces de lui, on va avoir -1 pour son moral. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu l'équipes? H pour avoir du dégât flat 3 et surtout de la force 10, serre pour avoir la petite attaque bonus, ou alors au contraire, épée pour avoir justement du dégât flat 3, mais seulement avec de la force 9. Alors justement, en fait, c'est la force 9, mais quand tu charges, tu passes force 10. Donc c'est pour ça qu'en fait l'épée sera toujours mieux que le reste, parce qu'à la charge, on commence à avoir 8 attaques de force 10, PA-3, flat 3, qui touche sur du 2. Qui est PA-3, comparativement d'ailleurs à l'H. Voilà, qui derrière a du 6 explosif. Après on a quand même la petite attaque bonus, qui est quand même force 8, avec du dégât 2. Pour 165 points, on l'a dit, il peut avoir -1 pour être blessé. Il donne la reroll des 1 au corps, pour toucher à toutes les unités bases. Donc mine de rien, ça fiabilise aussi son armée. Moi je trouve qu'à 165 points, franchement, il est vraiment pas cher du tout. T'en jouerais 1 ou 2 pour un PC à 1000 points? Moi, j'en demi, pardon. Moi, en fait, le problème, c'est que, c'est pas vraiment un problème, c'est que le Lord Invocatus, et on va le voir, l'autre personnage qui est comme lui, qui est pas nommé mais qui est sur Juggernaut, apporte un bonus qui est essentiel à l'armée, qui est le plus de move. Quand on joue une armée monophase de corps à corps, on l'a bien compris, il n'y a que 2 phases, le move et le corps à corps. Pour avoir 2 pas de plus sur toute son armée, grâce à ça, c'est obligatoire. Hein, il n'y a même pas, ne réfléchissez pas, vous allez avoir besoin de ce bonus-là. Donc forcément celui-là est auto-include. Après la question c'est est-ce qu'on met Angron ou pas Angron? Si on met Angron plus un personnage, on est déjà à 2. C'est-à-dire qu'un troisième personnage, au bout d'un moment, ça commence à devenir cher, il y a des choix à faire. Donc voilà, c'est pas simple, c'est là où le contexte est intéressant en fait, c'est sur les choix de jeu qu'on va faire. Mais très clairement, à 165 points, et puis on l'a pas dit,
Il a aussi 3 tirs maintenant, qui sont de force 5 PA-2 dégâts 2, qui sont des sortes de bolters lourds en plus de ses attaques normales. Bolter Warp. Bolter Warp, exactement, qui rigole quand même 0 parce qu'il touche à 2+. Donc voilà, tout réuni pour 165 points, moi je l'aime vraiment beaucoup. On va enchaîner donc avec la deuxième moulure du kit du Seigneur Invocatus. C'est le Seigneur des World Eaters qui vaut 125 points. Enfin, c'est ce qu'on les aura dans la liste, mais comme tu l'as dit, lui, bon déjà, hormis le fait donc de ne pas avoir le bouclier vol et de bouger de 10, il va surtout avoir mené la charge en aura qui permet à 6 pouces de lui, pour les unités basses, d'avoir plus 2 en move. Après, bon derrière, en fait je trouve qu'il est tout le temps bien à 125 points. Maintenant, est-ce que tu les as dans une liste des World Eaters? En fait, c'est là où c'est hyper intéressant. C'est que si vous avez 160 points, vous allez aller chercher l'ordre d'Invocatus. Maintenant, si vous ne les avez pas, vous pouvez prendre entre guillemets l'ordre d'Invocatus des pauvres à 125 points, qui certes ne vous donnera pas le pré-move. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas persuadé que ce soit forcément ça qui va être Game Breaker. Je pense qu'au début, on va beaucoup jouer autour de ça, mais je pense que peut-être très rapidement, on va partir sur d'autres choses. Qui peut devenir burné, parce qu'on l'a vu que si on le joue en World Eater, il a quand même sa hache relique qui fait que quand il fait des 6 pour toucher, il fait potentiellement 2 voire 3 touches supplémentaires, donc de force 8, PA-3, dégâts 2, donc mine de rien, il va quand même tabasser au corps à corps. Pour 125 points, avoir ce fameux totem qui donne plus 2 de move autour de lui, c'est pas cher et c'est très bien. Donc je pense que celui-là aussi, il se défend. Et on va finir les choix de QG avec le maître des exécutions des World Eaters. C'est intéressant parce que lui, il ne vaut que 65 points. Donc en fait, lui, c'est ta ferme à point de dîme. Non, mais ouais, il va tout droit dans la pampa, tu fais attention messieurs? Non, non. non, il est tout seul, écoute. Tu peux le tuer. Voilà, exactement. Écoute, plus sérieusement, lui, il a comme intérêt surtout de pouvoir faire des interventions héroïques à 6 pouces et aussi que on peut relancer les jets de blessure quand on cible un personnage, c'est donc un assassin. Voilà, après là où il est quand même bien, c'est que en gardien de but chez vous seul, c'est pareil, au milieu de l'objectif, on peut pas venir vous le prendre avec juste un petit doigt de pied, parce qu'il va venir vous faire des interventions. À 65 points, il a une capacité de létalité qui est très très forte, il frappe très fort, 65 points, franchement c'est donné. Et puis il a aussi un autre avantage que d'autres n'ont pas, c'est qu'il peut lever des bannières par exemple. Et c'est vrai qu'avoir des personnages infanterie, sur certains scénarios, on est quand même content de les avoir, parce que ça permet de faire ce genre de tricks, et à 65 points, c'est pas cher, et comme tu viens de le dire, en plus s'il meurt, c'est 2 points de sang potentiel, donc vraiment, il est très très bien aussi. On enchaîne ensuite avec les troupes, on va passer au Berserker, au Berserk de Corbin Franchet. Ici, unité jouable de 5 à 10. On va le dire maintenant, et la seule fois de la vidéo où on va le dire, puisque c'est saisonnier, donc c'est saisonnier, pardon, donc en fait ça dépend aussi des facs et ainsi de suite. En général, quand on aime faire une vidéo, on ne sait pas ce qui pourrait être fac ou quoi, mais le World Eater paye toutes ses options, justement dans l'ère de Ark of Omen, où beaucoup en tout cas de factions payent pas les options pour simplifier aussi le list building et qu'on puisse se faire plaisir avec des petites options sur les sergents. Là, vous allez le voir, vous allez payer vos pistolets spé, vous allez payer vos éviscérators. En tout cas, 22 points le bon noble, escouade de 5 à 10. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces petits mecs? C'est une des meilleures troupes du jeu à l'heure actuelle, quand même, elle est très très forte. On le rappelle, elle a plein de tricks de jeu si vous voulez jouer en World Eater de base, c'est-à-dire que l'intervention héroïque, à 6 pas, ils peuvent frapper en mourant pour un PC, donc ça les rend très forts, ils sont super OP. Les Viscerator, ça leur donne ce qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent, c'était vraiment de la fiabilité sur la force 8, PA-3, dégâts 2, donc c'est vrai que ça leur apporte ce dégâts 2 qui manquait jusqu'à présent. Après, ils ont un très fort volume d'attaque, force 6 derrière, qui vont vraiment saturer l'adversaire. Tout ça réuni, et puis après ils ont l'icône qui leur permet de développer le dernier stratagème qu'on a vu en World Eater pur, qui permet de faire des charges à 3d6 et de garder les 2 meilleurs. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans un rhino et que vous avez plus 1 à la charge, ça veut dire que à la range, vous sortez de 3, donc ça fait 3 pas. Vous bougez de 6, donc ça fait 9 pas. Vous avez l'ordre d'Invocatus, ça fait 11 pas en sortant de rhino. Derrière, on va dire une charge moyenne, ça va être à 8 parce que vous pouvez avoir plus 1 en charge. Donc ça veut dire que vous avez fait 19 pas de trit range, et là, vous pouvez faire une charge à 8 à 3d6. Et à 3d6, la statistique, c'est 80% ou 90% de la chance de la passer. Donc quand à 90% de chance, vous avez une trit range de 19 pas autour d'un rhino, oui, l'adversaire peut le mesurer. Donc quand vous avez 19 pas de trit range de base, et sachant que vous pouvez aller plus haut, parce qu'après vous pouvez essayer de grid sur des charges un peu plus fortes, pourquoi pas aller chercher une charge à 9, voire à 10 avec le plus 1 et 3d6, franchement ça change beaucoup de choses. Donc c'est vrai que le fameux Rhino Rush qu'on avait connu avec les Berserkers, ça se fait toujours bien, et je trouve qu'en termes de troupes de base, elle est vraiment bien costée. Et alors si effectivement demain, imaginons qu'on paye moins d'options, alors là elle sera encore plus forte, mais même en l'état elle est très très bien. Yes, qu'est-ce que tu peux me dire de l'élan sanguinaire? Alors l'élan sanguinaire c'est assez sympa. Alors le truc, c'est qu'il faut bien lire, c'est quand il y a une figurine de Berserker qui meurt, vous allez jeter un D6 et c'est le nombre de moves, de pas que l'unité va pouvoir faire en mouvement vers soit l'unité la plus proche, soit vers l'unité qui lui a tiré dessus. Mais par exemple, c'est l'unité la plus proche. Et c'est bien précisé, vous pouvez rentrer dans la zone d'engagement. Et si c'est le cas, du coup, vous êtes engagé pendant la phase de tir de votre adversaire. Quand arrivera la phase de corps à corps, vous pourrez taper dessus.
Le défaut, c'est que si vous avez commencé une action, l'action s'arrête automatiquement, sauf si vous avez une icône, et auquel cas, l'action va continuer et donc va être faite au moment où vous allez bouger et pouvoir engager l'adversaire. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est un petit bonus, c'est quand même pas dégueu. Comme tu le dis, si tu fais un 6 sur ton dé, à ce moment-là, ça peut offrir des tricks de jeu de je me planque, parce que, on le rappelle, hein, aller vers l'unité la plus proche, on peut obligé de faire la ligne droite. On peut faire une diagonale qui fait qu'on s'est rapproché techniquement de l'adversaire, mais pas forcément en ligne droite, ce qui nous a permis d'aller prendre un couvert ou d'aller se cacher et donc d'être sauvegardé des tirs derrière. Donc, et éligible à une information avec après. Exactement. Donc il y a beaucoup de choses à faire et c'est vrai que l'unité pour ça est vraiment bien. On enchaîne ensuite avec la deuxième troupe, ça va être les chacals, les chacos. En tout cas, c'est un petit peu les cultistes modernisés, un peu plus agressifs. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à 7 points le bonhomme. Ça se joue de 10 à 20 et c'est quand même 3 attaques minimum par bonhomme. Hein. Avant, on fait World Eater avec la petite charge, les petites attaques en plus, la force en plus. C'est une super bonne unité. Alors, un chacal, des chacals. Ne faites pas comme lui, c'est pas des chacos. Et non. Mais plus sérieusement, l'unité est pas chère, elle est super OP. C'est l'une des meilleures unités entre guillemets de cultistes qu'on ait vu jusqu'à présent. Ça frappe très fort. Elle peut se mettre des 3 blessures mortelles si elle veut à sa phase de corps à corps pour rajouter encore plus en force. Et puis surtout, ils ont une petite figurine dedans pour en avoir un par pack de 10, on va dire, qui s'appelle le Déshonoré. Et ce fameux Déshonoré, en fait, il a une arme. C'est moi. Oui, bah D'ailleurs, si vous voyez le physique du Déshonoré, c'est clairement moi. Vous allez voir là, franchement. Moi, je suis surpris que Gamer Shop t'ait pas demandé ton avis. Et c'est vrai. On n'est pas loin de lancer une cagnotte. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que là, franchement, c'est. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Est-ce que vous voyez Bane dans Batman? Et ben, c'est un peu ça le Déshonoré. On va dire que c'est à peu près mon physique. C'est à peu près la même chose. Bon. Et donc, plus sérieusement, donc ce Déshonoré-là, en fait, il a une arme qui fait x2 sur son d'attaque, qui passe PA-2, dégâts 2. Et donc, il a une force qui est sur sa force de base, qui peut être force 6. Donc, c'est vrai que pour une unité qui peut tabasser comme ça très fort, c'est, comme on l'a dit, c'est super OP, c'est une icône. L'icône, ça fait qu'ils perdent moins au moral et en plus qu'ils peuvent gagner des bonus de charge. Quand il meurt, c'est toujours une dîme de sang. On peut le mettre en rhino si on a envie aussi, pourquoi pas, mettre 10 dedans avec un rhino. Ça peut être sympa parce que c'est vrai que sur le T1, T2, on peut imaginer le mettre les fameux chacals dans des rhinos. Si tu me pètes mes rhinos, tu me les tues, je m'en fous, j'ai rien perdu en points. Par contre, j'ai fait plein de points de sang et derrière mes unités qui sont en faible, qui vont venir de réserve stratégique, eux, ils vont arriver full boostés dans ta tête. Donc c'est une autre option de jeu que les berserk, mais franchement, ils sont très bien. Et puis enfin, dernière chose, ces fameuses unités pas chères qui tiennent les points, qui peuvent faire des actions, lever des bannières, on en veut, donc c'est bien d'en avoir dans le codex. Tu trouves pas qu'ils sont très forts pour 70 points? Enfin, quand tu regardes le volume d'attaque et que tu fais le trade, que ça soit sur leur point de vie unitaire en termes de non-tanking ou alors l'attrition, c'est vraiment chaud. Parce que je fais l'analogie avec les sœurs de bataille. Même si on peut pas tout comparer, puisqu'en gros, encore une fois, 360 points, très bien costé pour ce codex, il serait pété n'importe où ailleurs. Mais là, tu dis que si tu compares au Noviciate Sista ou à toutes les figurines qui balancent un nombre d'attaques, parce que là c'est 3, mais comme je l'ai dit, en charge et ainsi de suite 4 avec les mortels, ça fait potentiellement beaucoup plus. Là, force 3, voire 4, voire 5. Et puis en plus, points, ça te sort 5 marines, ce qui valent beaucoup plus, hein. Totalement, et puis en plus ça peut avoir les dîmes de sang, donc ça peut avoir des 6 explosifs, ça peut avoir plus 1 à la touche, ça peut avoir un 6 plus Phenopain, enfin ça bénéficie de tout. Non, c'est très très bien, je suis d'accord avec toi, c'est pas cher, c'est très bien. Même en euros. Non mais. Je suis un peu salé des prix de games en ce moment, vous l'aurez compris, et ça devient difficile de recruter des gens dans notre passion. Et là, je trouve que c'est ok, franchement, 4,50€ la figue. Quand elles sont belles comme ça. Non, elles sont bien, elles sont vraiment top. Donc c'est vraiment une super unité, et c'est vrai qu'elles viennent vraiment concurrence avec les berserkers. Et c'est vrai que du coup, il y a des choix à faire. On jouera peut-être les deux, certains préféreront les jackals, d'autres préféreront les chacals, en français, d'autres préféreront potentiellement les berserks, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. On passe ensuite au niveau des élites, et on voit justement les Terminators des World Eaters, 35 points pièce, 5 points pour n'importe quelle option. Encore une fois, on se demande si c'est normal quand on voit que n'importe quel codex paye ses Terminators 33 points, full équipé, quelle que soit justement d'ailleurs la configuration. Ici, en l'occurrence, on est vraiment un Terminator lambda, puisque en gros, on a la discipline du bolter via la règle salve malveillante, on a une invulnérable à 5 via armure Terminator, la sauvegarde à 2 habituelle, le moral de 9, 10 sur le chef. Est-ce que t'en vois dans une liste ou pas ? Parce que t'as pas de synergie, à part le stratagème qu'on a vu spécifique à eux, qui leur permet de gagner plus un dégât. On le rappelle, pour un ou deux PC, c'est ce que je vais te dire, c'est quand même, rien que ça, c'est quand même très fort. Ils ont une attaque de plus aussi par rapport on va dire, aux Terminators normaux. Ils sont pas si chers que ça, on va dire, par rapport aux Terminators spécialement du chaos basiques. Ce qu'ils peuvent apporter, c'est quand même 2 coups de fuseur. Mine de rien, ils arrivent de faible, ils mettent 2 coups de fuseur. Ça peut aussi faire la blague. Ils peuvent frapper fort, comme tu l'as dit, avec le stratagème. Ils peuvent arriver de faible, charger à 8 quand il y a les bombes dignes de sang. Tout ça réuni fait que, pourquoi pas, on peut aussi avoir envie de les jouer. Maintenant, on va voir les octoliers, ils sont en comparaison, ils sont quand même plus forts, mais eux, ils ont quand même la capacité d'être en frappe en profondeur. Et c'est vrai que, mine de rien, c'est une option de jeu qui est intéressante. T'en parlais, les hôteliers, c'est la pépite, clairement, aussi bien en termes de modélisme que justement au sein de ce codex-là. Ils sont jouables
malheureusement, par rapport à leur vente, encore une fois, dans la boîte, ils sont vendus par 3. On peut les jouer de 3 à 6. Bien évidemment, par rapport à cette V9 et au mot-clé Blast, à la cohésion d'unité, l'optimiser, c'est 5. Et on est à 40 points par tête de pipe. Donc on est à 200 points le pack. Vous en mettez 1, vous êtes sympa. Vous en mettez 2, vous êtes moins sympa. Vous en mettez 3, vous êtes un compétiteur. Mais vous êtes quand même quelqu'un de très sexy. Mais c'est le choix évident de ce codex. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on le voit, c'est des possédés, donc ils frappent très fort. Ils ont un volume d'attaque, on le voit pas forcément, mais ils ont des bonus. Donc en gros, chaque type a 7 attaques par tête de pipe. Derrière, c'est de la force 7, c'est du dégât 2, voire du dégât 3. Ils sont corps, ça débloque la reroll des 1 potentiels, ça débloque tout ce qu'on a vu jusqu'à présent quand on est corps et tous les bonus qu'on peut avoir. Ils peuvent bouger de 11 potentiellement. Et puis ils ont une règle aussi spéciale qui fait que ils comptent quand ils sont en réserve stratégique comme un tour de plus dans la game. C'est-à-dire que dès le T1, c'est précisé, ils peuvent arriver, s'ils le souhaitent, d'attaque tout simplement de flanc. Et donc rien que d'avoir cette option de jeu en plus, c'est quand même super, parce que quand vous allez jouer contre une armée de corps à corps, la plupart du temps, vous direz, bon, ils sont bien sur table, si l'adversaire a le T1, il se rapproche, moi je le rentre dedans, donc c'est très bien. Si j'ai le T1, je peux les placer en bougeant de 11, parce que j'ai le move, c'est super. Et quand je joue contre une grosse gunline, pourquoi pas les mettre en attaque de flanc, tenter des charges à 9 ou à 8 quand j'arrive. Si ça passe, quand j'en ai 3 qui arrivent, statistiquement, il y en a une ou deux qui peuvent passer avec un reroll. Mine de rien, c'est-à-dire qu'ils arrivent full effectif dans les rangs de l'adversaire. C'est hyper intéressant. Et puis, on le sait encore, ils ont 3 PV. On va le redire, mais avec les Dîmes 200, ils peuvent avoir un Philopane à 6, qui fait que c'est pareil. Ça casse bien le séquençage des dégâts 3. Tout ça réuni fait que très clairement, c'est une des unités pépites du codex. Et je pense qu'effectivement, on en jouera beaucoup. Alors, est-ce qu'on en jouera 3 packs? Je sais pas. Puisque 2 packs avec Lord Invocatus, c'est quand même pas mal, puisqu'on sait qu'il n'y a que 2 unités qui peuvent bouger avec lui base, donc les 2 qui peuvent venir là, si on n'a pas Lord Invocatus, on les met de côté. Tous les jours, une en renfort, et puis derrière, les 2 devant qui redéploient soit en défensif, soit en offensif. Enfin, faut imaginer que t'envoies, quoi. C'est-à-dire que T1, le mec, potentiellement, il s'est pris 2 packs qui ont fait 9 pouces, tu nous expliquais le mécanisme pour passer à 11, plus un pack qui arrive sur un... C'est l'anévrisme, hein. Ouais, c'est bien. Non mais c'est bien, mais en fait c'est ce qui fait la force de ce codex-là, c'est que justement, il n'y a pas de système d'advance et charge, de grosses projections. Par contre, il y a des systèmes d'arrivée de FEP et de réserve stratégique, ou de gros moves parce qu'on bouge très vite. C'est ça qui va faire qu'en fait ça va rendre le codex très fort et en fait très agressif assez rapidement. Qu'est-ce que tu penses justement de l'opposition avec les octoliers, mais cette fois-ci exaltés, où là on est à 125 points, les 3, sans aucune option possible, en tout cas en termes de coût? Alors moi je les adore, ils sont que 3 effectivement, eux ils arrivent en FEP, donc ils arriveront côté 2 si vous le mettez en FEP, vous pouvez aussi le mettre sur la table si vous voulez. Le défaut qu'ils ont, parce qu'ils en ont quand même pas mal, c'est qu'ils sont pas bases, donc ils n'ont pas forcément droit à tous les bonus qu'on a vus jusqu'à présent. En revanche, eux, leur règle spéciale, c'est que quand on veut désengager, une fois qu'ils sont corps à corps, c'est sur un 4+, c'est lié à la chance, mais malgré tout, c'est quand même un bonus qui est très intéressant, notamment, on va leur dire, contre les armées de tir, mais pas que. Et puis, surtout, ce qui est très bien sur eux, c'est qu'ils commencent avec une invulnérable à 4+, là où les autres ont une invulnérable à 5+, et ils touchent sur du 2. Et donc, là où c'est quand même très bien, c'est qu'on va le voir, en tout cas, vous allez le voir quand vous allez jouer avec ce codex-là, ça a l'air d'être très fort sur le papier, on voit qu'on a plein d'attaques, on jette plein de dés, on se dit, waouh, dis donc, je tue tout. Vous n'allez pas tout tuer, parce que dès que l'adversaire vous met un petit -1 pour être touché, dès que vous avez un gars en moins qui est mort, vous allez perdre beaucoup en létalité, et en fait, le codex devient très létal dès qu'on commence à aligner, on va dire, les bonus de corps à corps offensif. Eux, ce qui est très bien, c'est qu'ils sont totalement autonomes. Effectivement, ils sont pas corps, donc c'est-à-dire qu'ils bénéficient pas des rerolls, de tous les bonus, mais ils sont autonomes, ce qui touche déjà à 2. Ils frappent déjà directement très fort, et c'est vrai que eux, techniquement, c'est un peu les unités que vous allez mettre sur le côté, qui n'ont pas besoin de synergiser avec vos personnages, qui vont aller sur un endroit, qui vont devoir être gérés par votre adversaire, parce que sinon ça va rentrer fort, et qui en plus de ça, potentiellement viennent se loquer au corps à corps, et vous pouvez plus désengager, donc ils peuvent bien vous embêter, donc pour ça, ils sont vraiment très bien. On est toujours dans les élites, et malheureusement, les amis, vous pouvez couper Codex Review ici, puisque maintenant on ne va voir que des anciennes figurines d'ancienne gamme qui, modulo les spawns, manquent un peu de saveur. Et là, voilà, on vient de voir la quintessence de l'armée, que ce soit au niveau du modélisme, au niveau des synergies, au niveau de plein de choses. Je dis ça, il y a peut-être une pub qui va tomber dans 2 minutes, restez, ça vous aide à manger. Mais, plus sérieusement, voilà, je trouve que là, on a eu un vent de fraîcheur, c'était vraiment très cool. Là, on va revenir à des trucs un petit peu plus standards. On passe donc au Méta Brutus, c'est-à-dire au Dreadnought du chaos, 105 points en slip. Derrière, on peut l'équiper comme on veut, avec les faux, si on veut faire de la saturation, si on veut tirer un petit peu. Voilà, on est pas cher au PV. Là où pour le coup c'est toujours cool, c'est qu'on reste comme tous les Dreadnought, une trace de frein dans le slip de l'adversaire, c'est que celui-ci doit toujours claquer beaucoup plus de ressources que notre valeur de coût en points. Puisqu'en version low cost, 115 points, on est à 8 PV et on diminue les dégâts de 1.
Et puis on est quand même pas mal létal parce qu'on a le plus en force, plus une attaque. Quand on joue avec le fléau potentiellement, on balance beaucoup d'attaques et avec le plus en force on passe sur le palier force 8, donc il devient très intéressant et il y a le moins un dégât. Et puis on va le redire, mais c'est 18 patates, hein. C'est 18 patates un dread, un dread. C'est énervé, c'est quand même énervé. C'est un peu énervé. Avec le fléau énergique, c'est un peu énervé. Ça peut arriver, on peut dire de réserve stratégique. On est obligé de le mettre sur la table, hein, parce que le défaut c'est que ça bouge que de 6, mais bon c'est pareil. Alors après me dire c'est une charge à 8, il faut la réussir, tout ça. On est d'accord, il y aura une partie de chance, mais malgré tout à 105 ou 115 points, se dire j'ai une unité qui arrive des renforts stratégiques et sur un coup de chance ça rentre, et dans le pire des cas ça rentre pas, il faut qu'il me le gère. Et comme tu le dis, c'est que ça rajoute encore une unité qui est embêtante à sortir, parce que les octoliers c'est de l'endurance 5 avec la 5 plus invulnérable, on est sur de l'endurance 7, on l'a vu, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a de la grosse endurance, donc pour la sortir avec beaucoup de PV, on a plutôt envie de taper dessus avec des trucs qui tirent fort, et c'est vrai que mine de rien, on peut pas tout gérer, hein. Il y a un moment où c'est très rare que les armées aient que des armes de tir flat 3 avec beaucoup de saturation, donc ça rajoute encore une unité potentiellement à rentrer dans son armée qui est difficile à sortir pour l'adversaire, et puis quand elle meurt, dernier bonus, c'est 2 points de sang parce que c'est aussi un véhicule. Donc c'est vrai qu'on peut aussi le voir comme ça en disant même si tu me le tues, c'était 115 points, mais c'était 2 points de sang, donc ça les vaut. Yes, on est donc à 115 points. Putain, excuse-moi, ça commence. Il y a moyen dans une optique un petit peu taquin d'avoir tellement d'unités sur la table. Mais le vrai problème aussi, c'est que déjà, dites-vous qu'avec les nouveautés, une armée de 2000 points, c'est 700 €. Prix Game Workshop, on est un petit peu au-dessus d'ailleurs. Et on n'a pas les dés. C'est vrai. Là. Putain, tu dis, tu mets 3 méta Brutus, tu mets 3 packs d'Otolier, tu mets le perso qui fait le plus de en move, tu mets Angron, t'es pas cher en points. Hein. Non, tu peux le rentrer. En plus, ils sont base, eux. Hein. Donc, vu qu'ils sont base, ils peuvent avoir des bonus de move. Ils sont autonomes. Attends, excuse-moi, juste avec le fléau, 115 points le bonhomme. Derrière, c'est 18 attaques qui vont toucher à 3, qui vont être capables, si jamais on avait les 5 dîmes de sang, de faire du 6 explosif. Et en plus de ça, si on a été un petit peu abîmé, on reroll nativement les 1 pour blesser. Et à côté de ça, on est force plus 1, donc force 6 de base, plus 1 en charge, force 7, et avec le fléau, force 8. Donc on va blesser tout ce qu'on pourrait avoir envie de blesser, à part les orques, en termes vraiment de sursaturation, sur du 2+. Et les véhicules sur du 3, hein. C'est pas déconnant. Tu t'en mets 3. Non mais voilà, ta liste coûte 1000 balles. D'un autre côté, t'es plus à ça près quand tu joues World Eater. En fait, c'est ça qui est intéressant, comme tu as dit, c'est pas une figurine nouvelle. Comme tu as dit, c'est pas le vent de fraîcheur qu'on a jusqu'à présent, mais il y a des choses à faire autour, c'est rigolo, on peut les tester, ça peut être sympa, vous le mettez sur table, c'est pas déconnant. Qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant sur les rejetons du chaos, figurines qu'on connaît déjà, où là il n'y a pas de changement. On est à 25 points le socle et on peut les jouer de 1 à 5. Et bah justement, alors c'est pareil, ça, on a envie d'avoir 3 x 1, parce que finalement c'est 75 points pour avoir 3 dîmes de sang. Donc on peut le voir comme ça, mais c'est vraiment pas cher. Si c'est sur un objectif, finalement l'objectif il vous le contrôle. L'adversaire vous le tue, ça fait des points de sang. On le verra, si vous le tue sur un objectif, ça fait des points de victoire aussi. À 25 points, en fait, c'est cadeau. Donc c'est pareil, c'est une unité qu'on a envie de spammer pour avoir des petites unités comme ça qui prennent la table. Si l'adversaire vous les tue, de toute façon, vous n'avez rien perdu. Et en plus, vous gagnez des points. Si vous les tuez pas, potentiellement, vous gardez les objectifs. C'est une super unité. Maintenant, on va passer au choix de soutien et on va passer au Land Raider du chaos. Endurance 9, papa, maintenant, puisque dans les éditions, c'est Endurance 9. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Land Raider? Est-ce qu'à 265 points, ça le rend chausson? En tout cas, sur la chaîne ou en compétitif, on joue avec des tables qui sont chargées, mais c'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que finalement, Chausson, en amical, n'est pas ultra bien? Il est pas mal. Moi, je pense qu'on peut même en jouer potentiellement 2, pourquoi pas, avec des octoliers. Mine de rien, en fait, c'est pareil, mais les octoliers dans un Land Raider, il faut le voir aussi comme une plateforme qui rajoute 3 pas de move. On peut le voir comme ça. Donc, on a des octoliers qui sortent du Land Raider, ils bougent de 9, plus 3 12, plus 2 grâce au bon personnage, 14, et derrière, ils chargent à 7, ça fait 21 pas. Donc, quand on commence à avoir en moyenne, c'est-à-dire quand on commence à avoir une zone autour de son Land Raider de 21 pas, vous avez 5 octoliers un peu vénères qui peuvent sortir, c'est pas déconnant. Derrière, ça rajoute du tir. C'est vrai que le tir du Land Raider, il n'est pas fifou, mais potentiellement, si pendant votre phase de tir, vous avez réussi à péter un véhicule adverse, c'est 2 points de sang, que vous pouvez déjà claquer, vous, à votre phase de corps à corps, donc c'est-à-dire à la fin de la phase de tir, pour l'avoir pour votre phase de corps à corps, c'est-à-dire que potentiellement vous pouvez avoir déjà le plus en charge très rapidement grâce à ça, ou claquer un 5+ phénopain, bon bref, plein de choses, donc pourquoi pas le jouer. Clairement, je pense que dans les listes ultra compétitives, on le verra certainement pas, mais si on a envie de se faire plaisir, de le jouer avec ses potes, on peut, et en tout cas en chausson comme tu le dis pour les octoliers, c'est très bien. Et Profanator? Alors celui-là est plus dur. Celui-là, il est moins cher. Il est à 165 points. C'est là où pour moi le bas blesse par rapport à la simplification des codex. C'est que tu te rappelles, c'était l'exemple typique avec le Space Marine du chaos, avec l'ancienne mouture, où tu sais, avec les bons persos, avec justement tout le stacking de règles, qui certes était un petit peu complexe, mais avait donné une vraie saveur et permettait de synergiser tout. Là, quand t'es mis dans la boîte des vieilles figurines, malheureusement, ça manque un peu de saveur.
Après, la figurine est vieillissante. Si vous l'avez pas déjà, il y a peu de chances que vous ayez envie de l'acheter. Donc Mais je ne veux pas d'obsolescence programmée dans les figurines. Bah oui, mais bon, en tout cas, moi j'en ai quelques-uns. Bon, il reste un peu dans l'armoire. Mais après, objectivement, Angron, il rajoute la reroll des 1 pour toucher à toutes les unités du World Eater, donc même les machines démons. Donc c'est-à-dire que lui, au corps à corps, pareil, il peut avoir son fléau, plein d'attaques de corps à corps. Et quand il arrivera, il va quand même faire ses dommages. Il y a quelques tirs. Bon, clairement, c'est pas ce qu'il y a de mieux en machine démon. Et le vrai problème aussi, c'est sa place sur la table qui fait que pour le bouger, c'est quand même assez compliqué. Mais bon. Si on a envie d'en jouer avec Angron à côté, pourquoi pas. On va maintenant passer aux deux Predators, on va aller assez vite, 130 et 140 points. Je pense qu'on les jouera certainement pas, parce qu'en fait là il n'y a vraiment rien que les synergistes, vu qu'Angron, la reroll, c'est que sur, on le rappelle, les attaques de mêlée, pas les attaques de tir, ils sont pas corps, donc c'est-à-dire même si on joue un prince démon ou autre chose, on n'a pas de reroll des 1. Le volume de tir, il n'est pas significatif, ils sont relativement chers. Donc clairement, on n'ira pas là si on a besoin de tir. Et alors, au niveau justement du Féroce Centaure et du Féroce Cerberus, à 110 et 140 points. Le Cerberus, pourquoi pas, c'est celui de corps à corps. Donc c'est vrai qu'il peut synergiser. On se rappelle qu'on a un stratagème quand on va jouer, on va dire la faction d'Angron, qui permet que pour un PC qui soit tout le temps full caractéristique, c'est pas déconnant. Il est pas très cher, il est à 150 points. En World Eater, mine de rien, ces petits fléaux, vu qu'on a le plus en force, il commence à passer un palier qui est pas trop mal. Il a des petits bonus. Alors c'est pareil, c'est pas l'unité forcément de l'année, mais il est pas déconnant. Et puis ça rajoute encore, on va dire, un châssis à sortir à côté potentiellement. Alors quand vous jouez la faction d'Angron, vous allez avoir que des octoliers plus Angron plus ce genre de figurines. C'est quand même pas mal parce que c'est pareil. En fait, on arrive sur une saturation de figurines à force endurance difficile à sortir et l'adversaire doit faire des choix. Il peut pas tout vous gérer de toute façon. Donc à un moment, vous allez pouvoir lui rentrer dedans et donc ça, c'est quand même bien. Ensuite, au niveau des transports, on va retrouver bien évidemment le Rhino, l'iconique Rhino pour le coup, qui prend tout son sens, je trouve aussi dans cette armée. Totalement. Si on décide de jouer des troupes, 80 points, ça fait un chausson. Depuis le jour 1 de cette V9, c'est marrant, on est certainement sur le dernier codex, on se rappelle des stratégies dites de Kinder Surprise, c'est-à-dire je mets mon cul de Rhino sur un objectif, et si jamais on me sort, et tout simplement, mode poupée russe, hop, j'ai tous mes petits bonhommes super OP qui sortent, et là l'objectif, tu ne peux pas l'y avoir du tout. Donc voilà, le Rhino est toujours bien. On regrette le fait que, comme c'est du papier et que c'est pas harmonisé avec Arc of Omen, l'ère du digital, Game Workshop, le green, tout ça, et on paye les options. Pour le moment, après, à 80 points, de toute façon, même sans option, il fait son taf, et je pense qu'on jouerait 2 ou 3 dans vos armées la plupart du temps, si vous jouez pas la faction d'Angron, si vous voulez jouer les World Eater, donc ça reste une très très bonne entrée. En choix d'aérodyme, le Metadrake, 165 points, il arrivera, lui, pour le coup, que T2. Minimum. Et T2, il arrivera, mais en faible. Donc compliqué. C'est le problème. En plus, le vrai problème qu'il y a là-dessus, contrairement au Space Marine du chaos classique, c'est que on avait un bonus en Space Marine du chaos qu'on avait plus 2 sur le nombre de touches qu'on avait fait avec son lance-flamme. Là, on n'a aucun bonus en fait au lance-flamme et au tir. Donc globalement, on a un impact qui est relativement limité. Alors encore à corps, on est meilleur parce qu'on a le plus en force, ce qui fait qu'on passe force 8, on passe des paliers. Pourquoi pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit pas forcément parce qu'on se dit, comme tu viens de le dire, on arrive T2. Là, on a plutôt besoin d'avoir des unités qui T1 peuvent déjà mettre la pression. Comme ça synergise bien avec toute son armée qui, dès le T1, techniquement, imaginons comme avant, on a 2 Eldrake qui T1 peuvent avancer, Lord Invocatus plus 2 packs d'Octoliers qui T1, je suis chez toi. Là, ça synergise bien et là, l'unité, on la regarde différemment. À l'heure actuelle, avec les règles, on n'a pas forcément envie de les prendre en l'état, mais pourquoi pas demain? Donc on est content de les avoir, on attend de voir si demain les règles changent. Et il nous reste une seule entrée à voir, c'est le Seigneur des Crânes de Khorne, donc le Behemoth, qui vaut 575 points, 30 PV, endurance 8, sauvegarde à 2. Voilà. Il a toujours été là, on est content de le retrouver en full World Eater. Maintenant, il est pas très cher pour tout ce qu'il apporte. Il faut aimer jouer ces gros châssis-là parce que c'est toujours difficile à planquer sur la table, mais ça tire fort, ça caque fort. Si on veut le jouer, pourquoi pas le jouer aussi dans la faction d'Angron? S'imaginer qu'on a un Angron plus un gros comme ça derrière à devoir gérer, ça peut être rigolo avec des machines démons et ainsi de suite. Pourquoi pas partir sur une liste un peu thématique? On peut totalement le faire aujourd'hui et donc là demander à l'adversaire de devoir gérer tout ça, ce qui n'est pas simple. C'est surtout quand tu le joues lui et Angron, je peux te dire que la petite bite c'est Angron. Parce que lui, il a une force 16, pas 14. Et puis il reroll les 1 pour toucher au corps à corps à côté d'Angron. Donc mine de rien. C'est lui qui fait peur à côté. Et puis les deux sont Warplocus. Enfin non, parce que lui il reste bloqué derrière un mur. Mais voilà, là où Angron bouge de 16. Voilà, c'est le problème. Mais il est Warplocus comme Angron, donc c'est vrai que ça vous fait aussi 2 épouvantails si vous jouez allié avec du démon, potentiellement une petite patrouille démon, pour que les deux puissent faire avoir des choses qui faiblent. Et donc vous en mettez un d'un côté, l'autre de l'autre. Vous avancez, quel que soit le choix de votre adversaire, vous pourrez faible vos démons autour à 6 pas. C'est quand même pas mal. Après, c'est vrai que c'est pas forcément ultra fort, quoique, parce que tout le monde n'est pas capable de gérer des grosses figurines comme ça. C'est toujours les profils binaires qu'on connaît. C'est soit votre adversaire est capable de les gérer très rapidement et votre figurine est un peu nulle, soit votre adversaire n'est pas capable de les gérer et il est très vite frustré et puis vous lui roulez dessus. Donc après, savoir. Yes, plus sérieusement, je pense que quand tu vois la richesse, il y a peu d'entrées dans le livre, mais on a envie de jouer plein de petites choses, on a envie de jouer les nouvelles figurines.
Et donc, est-ce qu'on a envie de mettre 575 points alors qu'on pourrait jouer en gros plus potentiellement 30 Jaco? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'est là où malheureusement le bas blesse. Pour juger réellement de ce que vaut l'armée, il nous reste à voir comment est-ce qu'on gagne ou on perd une partie. Tout simplement les objectifs secondaires qui étaient déjà présents depuis début janvier dans Ark of Omen. 3 objectifs donc secondaires. Le premier, il va dans la famille de Purge the Enemy, du sang pour le dieu du sang. Tout simplement, à la fin de chaque round, on va regarder, dépendamment encore une fois de est-ce qu'une unité de World Eater a battu en retraite ou pas. Si elle n'a pas battu en retraite, on va pouvoir regarder. On va marquer 2 points de victoire pour chaque unité de monstre, de personnage ou de véhicule, ou 1 point pour toute autre unité, jusqu'à un maximum de 4 sur le round de bataille. Qu'on a tué donc au corps à corps. Celui-là, il n'est pas auto-include, mais dans beaucoup de match-ups, de toute façon, vous l'avez vu, hein, vous tuerez au corps à corps, donc déjà ça c'est simple. Potentiellement dès le T1, donc potentiellement Exactement. ça veut dire que vous allez pouvoir caper à 15 points. Et surtout, ça va dépendre des match-ups. C'est vrai que aujourd'hui, comme le disait Evie, il y a beaucoup de match-ups qui sont, enfin beaucoup d'armées qui jouent autour du MSU, donc là ça devient très fort. Quand vous jouez contre des armées, vous l'avez bien compris, qui sont plutôt sur des bases d'enclume avec des unités, peu d'unités, mais très fortes, vous n'allez pas forcément le chercher, ce sera compliqué. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une bonne arme dans la main, et dans beaucoup de games, vous allez faire vos 15 points assez facilement. Ensuite, on va avoir un objectif de la famille, pas de pitié, pas de répit, qui est tout simplement le fait qu'à chaque fois qu'une unité amie ou ennemie meurt sur un objectif, elle est souillée de son sang, et on gagne 1 point de victoire. C'est pas capé par round, donc on peut faire une loop 5, on peut faire 6 sur un de ces scénarios. Et en plus, c'est par tour. C'est à votre tour et au tour de l'adversaire. Donc c'est vrai que, alors celui-là, il faut faire un peu attention comment il est écrit, parce que techniquement, pour que ça marche, c'est l'unité, il faut qu'elle ait commencé la phase sur un objectif. Donc si vous avez commencé sur un objectif, vous avez bougé, vous êtes tué, vous faites tuer, même si vous êtes plus sur l'objectif, ça marche, vous avez commencé le début du tour sur l'objectif. Donc il faudra à chaque fois faire attention à votre adversaire si l'unité a bien commencé son début de tour sur l'objectif. Mais effectivement, celui-là, il est très bien. Et c'est vrai qu'il nous incite à aller faire de la guerre d'objectifs chez l'adversaire. À dire, je te le prends. De toute façon, une fois que je te le prends, déjà, je te nulle tes points de primaire. Derrière, si tu veux me le reprendre pour pas que je marque mes 8 ou 12, il faut que tu viennes me tuer. Si tu me tues, c'est pas très grave parce que je marque des points. Et en plus, si je t'ai tué sur l'objectif, moi, j'en marque également. Donc c'est vrai que celui-là aussi, il est très bien. Et on le prendra quasiment à toutes les games aussi. Ça va dépendre des armées adverses, ainsi de suite. Mais celui-là aussi permet de marquer très facilement entre 10 et 15 points. Et le dernier fait partie justement de la suprématie militaire, c'est empiler les squelettes, puisque tout simplement, à la fin d'un round de bataille, on va être capable, avant de dépenser ses points de sang, de pouvoir justement sacrifier pour le dieu de la victoire, puisque là en gros, on va pouvoir en défausser de 1 à 3, et pour chaque point de dîme de sang dépensé, ça sera 2 points de victoire, jusqu'à un maximum de 5. Exactement. Il est obvious, enfin, c'est 15 points, mais cadeau quoi. Exactement. De toute façon, on l'avait connu un peu sur la Sista qui défaussait, CD, gna pour marquer. Il était déjà con à l'époque, Ouais. excuse-moi, mais alors là, c'est tape aussi fort que t'es con. Hein. Exactement. Donc celui-là aussi, il est golden. Et en fait, c'est là où, et encore, on voit pas tout, mais c'est vrai que techniquement, vous avez ces 3-là qui sont quand même très forts. Les bannières, vous êtes un codex qui a bien envie de les faire parce que pour venir vous les tomber quand vous faites des interventions à Rick, à Sipa et ainsi de suite, c'est très difficile. Des ennemis aussi potentiellement, Voilà. limiter 3 points quand on voit la projection que ça nous offre. Exactement. Donc en fait, il y a quand même une possibilité de choix de secondaire qui est vaste et des secondaires sur lesquels on va être très bon, on va marquer beaucoup de points. Donc c'est vrai que c'est un codex qui, mine de rien, en jeu solo, peut mettre la pression à l'adversaire parce que, un peu comme on a connu le Necron au bout d'un moment, qui avait marqué très facilement ses secondaires et qui était un peu ennuyant à cause de ça, parce qu'on disait quoi que je fasse, de toute façon, ces secondaires, il va les marquer, puis il va marquer au moins 40 points de secondaire, donc il faut vraiment que je l'enfonce ou qu'il se passe un effet de jeu pour que je gagne. Le World Eater a un peu ce côté-là, même si c'est plus sympa. Parce Au moins, que, ça crée du jeu. voilà, c'est des Parce que tu mets les figurines dans la mallette. non, mais tu rigoles, mais c'est-à-dire que vous marquez des points quand vous mourrez. Donc en fait, il n'y a pas la frustration de l'adversaire de se dire j'ai rien fait. Là, l'adversaire, il vous tatane, vous le tatanez. À la fin, vous êtes peut-être table rasée, vous marquez tous vos points, mais lui, il a quand même joué. Donc je trouve que c'est quand même un peu plus sympa dans la dynamique de jeu. Mais c'est vrai que c'est quand même très fort et c'est ce qui rend ce codex aussi particulièrement fort. On a fait le tour, justement, donc, de ce qui fait cette armée. Honnêtement, c'est quand même un pari réussi de la part de Game Workshop. En tout cas, pour tout ce qui va être nouveauté. Ouais. Derrière, pour moi, 2 soucis. Le problème, c'est que la gamme vieillissante, mais qui est même pas vieillissante, c'est des très belles figurines, tout ce qui est Ferrocentaur et ainsi de suite. Sauf qu'en fait, ça donne pas envie de les jouer. Et en fait, il y a 50% du codex qui est jouable. Derrière, le reste, je suis désolé, je sais pas comment dire ça, mais c'est plus une amertume qui est liée à Game Workshop en ce moment. On paye 42,50 € pour 24 pages, littéralement. Le fluff, t'en as parlé, mais je suis désolé. L'arrivée d'Angron, enfin c'est pas un roman, quoi. Enfin, non, mais réellement, c'est même pas une nouvelle, hein, d'ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, et l'armée, elle coûte 700 balles. Et voilà, tu vois, ça dégueule, et mais voilà. Littéralement, en soi, c'est bien. Je trouve que disons qu'en fait, pour du World Eater, c'est cool. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout dans ta gueule. Et si tu sais un peu temporiser, tu sais le gérer. Mais à côté de ça, pour le coup, c'est des secondaires qui sont bons. Donc, quoi qu'il arrive, le mec, il mettra toujours 70, 75 points. Donc, voilà, l'autre, s'il joue seul, il va te la mettre. Enfin, voilà. En tout cas,
En termes d'ADN, c'est respecté. Le problème, c'est Games. Non mais, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, ça arrive à un moment où on est en fin de version. Comme tu le dis, c'est relativement cher. Moi, j'ai trouvé que le codex, comme tu l'as dit, il était un peu pricé, un peu trop fort quand même par rapport à ce qu'on trouve dedans aujourd'hui, par rapport au nombre de lèvres. 3 figurines. Après, je suis d'accord avec toi. Moi, les figurines, je les trouve excessivement chères. Mais si tu es modéliste, tu dis que tu les as à vie, quelque part. Donc, est-ce que notre hobby... Mais je suis d'accord avec toi que je trouve qu'aujourd'hui, on arrive sur un prix on arrive qui est pas à très recruter élevé. de gens. Après, c'est pas le débat de ce codex review, hein, mais je trouve que là, pile poil, le codex il sort. Un mois après, t'as une augmentation de coût en prix. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça fait beaucoup de choses qui font que... honnêtement, je pense que beaucoup de personnes vont être frustrées et l'ère de l'impression 3D et ainsi de suite, et il y a plein de personnes qui ne s'y connaissent pas, et c'est un frein de plus pour se lancer dans notre hobby qui est un beau hobby, et malheureusement Game Workshop est un petit peu en train de le ternir alors que c'est lui qui le crée. Oui, il y a trop de choses là. Ça, c'est corne, ça crée la rage. C'est vrai, voilà, donc voilà, en tout cas, franchement, d'un point de vue purement graphique, il est beau. L'ADN de l'armée est respecté avec peut-être trop peu d'entrées. À voir s'ils sortent une deuxième vague, mais c'est pas notre problème, tout comme le fait de payer 42,50 € un codex. Voilà, en tout cas, c'est sympa, mais il faut pas regarder à la dépense. Un grand merci à toi justement d'être venu lire et analyser le codex des World Eaters pour cette V9 de Warhammer 40 000. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu d'amour. Même s'il est rouge, il sera vers le haut, les amis, s'il vous plaît. Si vous voulez supporter French Game Studio financièrement, et on coûte moins cher que Games Workshop et on fait on vous procure plus de plaisir, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. On a clairement besoin de vous, surtout en ce moment, les gars. Le lien sera en description et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.